Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier tout le monde, ceux qui ont dégagé du temps pour pouvoir assister à la première table ronde de Keycart aujourd'hui. Remerciements particuliers à ceux qui sont venus sur place, évidemment à nos speakers et à Olivier qui va animer la table ronde aujourd'hui. Je me présente, je suis Nicolas Tranois, le directeur marketing de Lucky Cart. Et en fait, c'est, donc, comme je l'ai dit, la première table ronde organisée par Lucky Cart. Pourquoi maintenant ? Pour deux raisons. On a deux convictions particulières chez Lucky Cart. La première, c'est que la data permet de faire des analyses et de voir les choses différemment par rapport à ce qu'on a connu, et donc de créer des solutions différentes. Et la deuxième conviction, c'est pour pouvoir construire ces solutions, on le fait dans l'échange. On le voit régulièrement dans les échanges qu'on a avec les enseignes, mais ça nous paraissait important de démarrer le dernier trimestre de l'année 2022 précisément sur un échange avec nos différents intervenants, avec l'idée de, pouvoir montrer les avancées ou discuter de ce qui se passe dans le domaine de la data aujourd'hui, et de deux, pouvoir échanger pour précisément construire ces nouvelles solutions. Et donc sur ce, je vais laisser la parole à Olivier qui va présenter les intervenants. Merci Nicolas, bonjour à tous, très heureux d'être là. Alors aussi à ceux qui nous regardent de loin, puisque nous sommes diffusés, ça s'appelle de la mondiovision, hein, voilà, rien que ça. On va parler évolution du retail, futur du retail, et dans ce contexte-là, quelle place peut avoir la data, quel écueil aussi elle peut rencontrer, parce qu'il ne s'agit pas d'imaginer que ça soit un boulevard qu'il suffit de dérouler. Avant de vous présenter les intervenants et justement de les faire réagir sur ce sujet de la data, moi je vous ai préparé quelques éléments de contexte pour vous sensibiliser au monde dans lequel vous êtes et donc à la place que la data peut éventuellement avoir. Vous êtes, cette image-là représentait ça, c'est ce qui vous attendait tout à l'heure, vous êtes dans une forme de Big Bang commercial et donc vous avez besoin de comprendre, de savoir quels sont les leviers qui sont activables et ceux sur lesquels éventuellement la data peut avoir un rôle. Alors quelques mots de présentation juste pour me situer, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Olivier Dauvert, j'ai une petite boîte d'édition spécialisée commerce conso, on fait des livres, on fait des études sur le prix, sur la promo, on fait des veilles, bref, on s'intéresse à votre métier du matin au soir et de la nuit au matin, on le raconte, c'est à peu près ça notre vie. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent me suivre, tout est en libre accès sur les réseaux sociaux avec une communauté d'à peu près 100 000 abonnés. L'idée que je voulais partager pour démarrer, non pas pour vous foutre la trouille, mais juste pour vous montrer à quel point le niveau d'exigence qui pèse sur vous est en train singulièrement de remonter jour après jour. C'est que les temps commerciaux sont durs et que surtout, ça va durer. Qu'il n'y a aucune perspective à un retour à un monde plus simple, plus doux, plus facile. Alors vous êtes globalement, pour la quasi-totalité d'entre vous, plus jeunes que moi. Ça fait bizarre de devenir vieux con avec le temps, mais quand on a été jeune con, on s'y prépare plus facilement. Vous n'avez globalement pas connu, ou en tous les cas pour la plupart d'entre vous, des époques où ça progressait de manière assez naturelle, de 5-10% par an, presque sans effort, à tel point que les mauvais avançaient, mais sans savoir qu'ils étaient mauvais. Aujourd'hui, les mauvais, ils n'avancent plus et du coup, ils se rendent compte qu'ils sont mauvais, voire même ont des difficultés. Tout simplement parce que les temps commerciaux sont durs et que ça va durer et qu'il y a 3 éléments de contexte qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est que votre gâteau ne grossit plus. Le gâteau de la consommation, il ne se réduit pas, il n'y a pas de crise de la consommation, mais il y a juste l'arrêt de cette expansion naturelle qui a soutenu le marché pendant des décennies, qui faisait encore une fois cette idée-là que tout le monde avançait, même les mauvais. Si je vous donne juste un chiffre pour l'illustrer, la consommation évoluait avant 2008, qui est l'année de bascule, c'est le moment où en gros on a rendu le modèle social moins généreux, pour faire simple. La conso a progressé de 2 à 3% par an de manière naturelle sur les années précédentes. Depuis, on est sur ce qu'on appelle en statistique un 0+. On est sur 0,5 en moyenne. Encore une fois, ce n'est pas une crise de la consommation, mais c'est juste que ça ne grossit plus autant qu'avant. Donc le gâteau qui est au cœur de la table autour de laquelle vous êtes assis, il ne grossit pas. Deuxième chose, c'est que vous avez un convive supplémentaire autour de la table. Et un putain de convive avec un appétit de dingue. Parce qu'aujourd'hui, on est à plus de 125 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le e-commerce. Il n'y a pas que des produits dedans, ok, mais la dynamique, elle est quand même là. Vous imaginez bien que si le gâteau ne grossit pas, qu'il y en a un qui arrive autour de la table et qui prend une part qui se compte en dizaines de milliards d'euros, il est probable que certains de ceux qui étaient autour de la table avant voient leur part un peu plus petite qu'avant. Je ne suis pas très intelligent, mais ça, je l'ai vite compris. Troisième élément de contexte qu'il faut avoir en tête, c'est que dans cet environnement-là, vous continuez à accroître les capacités commerciales. Offline, bien évidemment. On continue à ouvrir des magasins, que je sache. On continue à en agrandir certains. On continue à accroître les amplitudes horaires. Ça, c'est un élément de capacité commerciale quand vous êtes ouvert le dimanche matin, alors qu'avant, vous ne l'étiez pas. Aujourd'hui, il y a plus d'un hypermarché sur 2 qui est ouvert le dimanche matin. Il y a 10 ans, il n'y en avait quasiment aucun. Donc on est bien toujours dans cette phase d'accroissement des capacités commerciales. Donc si je reviens sur ma métaphore
ben, la table, le gâteau, le nouveau convive avec un appétit de dingue, et vous rajoutez des chaises. Donc autant vous dire que la probabilité que vous mainteniez la part de votre gâteau dans votre assiette au niveau où elle est plutôt faible si vous n'élevez pas votre niveau de jeu. C'est ça l'idée qu'il faut avoir en tête. Et ce n'est pas pour vous vendre des cordes à la sortie que je vous raconte ça. Hein. C'est juste pour vous faire comprendre à quel point le niveau de jeu doit s'élever de manière considérable parce que les attendus de marché sont tels que forcément ça pique. Parce que la somme de ces trois insights produit une baisse des rendements commerciaux. Je veux dire, il n'y a aucune intelligence là-dedans. Hein. Je ne suis pas un grand gourou qui vient vous raconter ça. Je prends juste des éléments factuels, tangibles, mesurables par tous pour vous en donner le sens. Le commerce est confronté aujourd'hui à une baisse des rendements. C'est factuel. Quand vous n'avez pas plus d'euros, ou très peu en plus, que vous avez une bascule offline-online et que vous avez offline un accroissement des capacités, vous avez donc mécaniquement moins d'euros, notamment par mètre carré. Donc tout ce que je vous ai raconté, ça tient à une image. Suivant que vous soyez cerveau droit ou cerveau gauche, vous savez, dans la raison ou dans l'émotion, comme ça, là, je rattrape tout le monde, ben, là, c'est dans l'émotion, il n'y a pas plus à bouffer et vous êtes plus nombreux pour bouffer. Voilà, c'est ça l'image. Donc vous voyez que cette idée de la dureté des temps ou de l'agressivité des temps, c'est une réalité qui est impossible à contester. Bref, ça chie, voilà, c'est dur. Ça va piquer, vous utilisez le mot que vous voulez, mais c'est ça. Alors malgré tout, vous avez une solution à cet environnement-là de dureté. Cette solution, elle repose sur une idée ou sur un mot. Être le commerçant préféré de ses clients. Quand vous avez plein de choix possibles pour dépenser un nombre d'euros, je parle à vous consommateurs qui ne croient pas, vous allez où? Chez celui qui vous emmerde, qui ne vous propose pas les bons produits, qui est le plus cher, où c'est 100% emmerdement et pas zéro tracas, enfin que sais-je encore. Ou est-ce que vous allez chez celui que vous préférez? Naturellement, vous allez là où vous préférez aller. Alors on a tous une dose de masochisme en nous, mais en général relativement faible. Hein, et ça concerne qu'une toute petite part de la population. La plus grande part d'entre nous, on va là où ça nous plaît. Et pour que ça nous plaise, c'est bien qu'il y ait un sujet autour de la préférence. La préférence, ça se construit. Alors je viens d'en faire un bouquin entier, donc je pourrais vous en parler 3 heures, mais je vais vous donner les 4 leviers de préférence. Et on va se demander où la data peut avoir un rôle. Parce que figurez-vous qu'elle peut avoir un sacré rôle sur certains de ces sujets. Il y a 4 leviers de préférence, c'est-à-dire 4 éléments qu'il faut cocher. Le premier, ce n'est pas le plus glam, mais ça sera toujours le premier, c'est l'offre. Le client, il vient chez vous parce qu'il présuppose à l'avance que c'est là qu'il va trouver ce qu'il cherche. Il ne vient pas pour se promener chez vous. Ça, c'est mamie d'Auvers, il y a une génération. Hein. C'est fini, ça. Désormais, on va en magasin dans une logique utilitariste. Donc le premier élément de préférence, c'est l'offre. Dit différemment, mieux adapter l'offre, être des chasseurs et non pas des cueilleurs, c'est-à-dire vous allez chercher des trucs que les autres n'ont pas, plutôt que de simplement regarder depuis votre bureau le catalogue des fournisseurs, parce que ça, évidemment, la probabilité que vous soyez différenciant si vous faites comme ça, elle est proche de 0. Bon. Premier élément, l'offre. Deuxième élément, la qualité du lien qui vous unit à votre client. Est-ce que quand il pense à votre univers, du genre « je veux acheter un canapé ce week-end », est-ce que spontanément, il met Maison du Monde, But ou Ikea ? C'est ça, c'est le top of mind. C'est pourquoi je pense à cette enseigne avant les autres. Et là, c'est ce qu'on appelle le marketing d'enseigne. Troisième élément, l'image prix. Là, je vais vers celui qui, non pas est le moins cher, mais qui donne le plus de valeur à mes euros. Puisque mon obsession à moi consommateur, ce n'est pas de dépenser moins, il n'y a pas de crise de la consommation, il n'y a pas de baisse du pouvoir d'achat, il y a une stabilité du pouvoir d'achat sur le temps long alors qu'il y a une explosion du vouloir d'achat. Ça aussi, théorie co-élaborée en 2007, donc je pourrais vous en parler 3 heures, mais c'est juste pour vous faire toucher du doigt qu'on n'a pas besoin de diminuer le nombre d'euros que l'on dépense, on a besoin de donner plus de valeur à chacun des euros que l'on dépense. Et donc le commerçant vers lequel je vais me tourner est celui qui, à mes yeux, donne le plus de valeur. Et puis enfin, il y a tout ce que je donne à vivre à mes clients, c'est ce qu'on appelle la shopping experience, du moment où je suis en contact avec lui, au tout début de son intention d'achat, jusqu'au moment où il utilise le produit que je lui ai vendu. Et donc, où la data fait-elle encore plus sens qu'ailleurs dans ce cheminement? D'abord, sur l'offre. Il est juste pas normal que les assortiments d'une même enseigne se ressemblent autant d'un magasin à l'autre. Je pense être d'assez loin celui qui voit le plus de magasins en France toute la journée, toute la vie. Voilà. C'est quand même dingue de voir la reproduction parfois à l'identique des assortiments. Je sais bien, on m'explique, oui, il y a des troncs d'assortiment, des T1, des T2, des H4. Ok, très bien, merci. Mais franchement, la reproduction des assortiments ou la non-différenciation locale au sein même d'une enseigne est encore trop forte. Et là, la data, elle peut jouer un rôle parce qu'elle permet de faire ça. Vous avez un deuxième sujet autour du lien de l'enseigne du client et de la shopping experience, qui est autour de la personnalisation. Est-ce que moi,
qui n'ai pas de chien, ça m'intéresse de continuer à recevoir un prospectus où il y a des croquettes dessus. J'en ai, mais alors, franchement, rien à carrer. Évidemment, l'image, elle est caricaturale, l'exemple, il est archi connu. Mais voyez que la data là-dessus, ça va améliorer la qualité de ma relation avec l'enseigne, parce que si chaque fois qu'elle me parle, ça ne m'intéresse pas, est-ce que je vais l'écouter encore longtemps? C'est ça l'image. Hein. Quelqu'un qui vous parle, qui ne vous intéresse pas, quand on était en train de prendre un café ici, par politesse, vous allez l'écouter 2 minutes, et puis au bout d'un moment, vous allez trouver le premier prétexte pour aller voir ailleurs. Vrai ou faux? J'espère que ça ne vous est pas arrivé, puisque nous sommes qu'entre gens bien ici. Mais vous avez tout de suite compris le sujet. Alors que si grâce à la data, je sais que c'est lui qu'il faut que je voie, parce que c'est le plus intéressant, parce qu'à chaque fois, il me raconte des trucs géniaux, putain, je vais l'écouter, je vais même baver devant lui. Voilà, ben c'est ça l'image. Et donc, sur la shopping experience, c'est la même chose. Dans ce qu'on me propose, dans ce que je vis, il y a probablement moyen de s'adresser plus à moi qu'à tous. Et aujourd'hui, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Ce qui est de la sociologie se transpose directement en commerce, évidemment. Et puis évidemment, sur l'image prix, alors là c'est plus futuriste, mais la data pourrait permettre, pourquoi pas, le yield management des prix. Pourquoi vous et moi, on paye le même prix notre produit en magasin? Nous n'avons pas le même consentement à payer, que je sache. Alors non pas que je sois supérieur ou inférieur à vous, mais peut-être que sur certaines catégories, du genre les chemises, je suis prêt à les acheter 300 boules. Voilà. Alors qu'il n'y en a pas un ici qui est capable de ça, parce qu'il considère, attends, c'est jamais qu'un truc, bon, voilà, ça sert à rien. Et vice-versa. Et vice-versa. Donc vous voyez, on peut même imaginer que dans une optique totalement utopique, le yield management des prix soit demain quelque chose qui devienne réel. Alors on n'y est pas, je vous rassure, hein, parce qu'il faut que ça soit accepté sociétalement, ce qui est un autre sujet. Mais vous voyez que la data, finalement, elle s'intéresse à mes 4 leviers de préférence. Voilà ce que je voulais vous raconter pour démarrer. Et désormais, je vais arrêter de parler. Par contre, je vais faire parler. Et ça, c'est pas mal aussi. Donc j'appelle le maître des lieux, parce que c'est quand même lui qui vous invite. Ben oui, c'est quand même lui le patron hein, d'ici. Hein. Romain Charles, Lucky Cart, voilà. T'es quoi? T'es CEO, PDG, owner, comment on dit? Parce qu'il faut faire gaffe maintenant. Hein. Je crois que c'est CIO. Ouais. CIO, putain, la vache, ça fait bien quand même sur non, LinkedIn. Je dirige le Keycart. Oh putain, la vache, je préfère dire ça. Il est fort. Ouais. Jérôme Amrit, In the Memory, tu vas nous expliquer ça dans un instant. Jérémy Hoy, qui arrive pour Group M, est-ce que je le dis comme il faut? Parce qu'il n'y a pas de E, donc il fallait que... Voilà. Et puis enfin, Stéphane Smolarek, des Mousquetaires, qui s'occupe de tout ce qui est e-commerce. Un petit mot de présentation pour chacun d'entre eux. Et puis ensuite, je vais commencer à vous faire réagir sur ce big sujet de la data. Jérôme, comment t'appelles-tu, Jérôme? Oui, je sais, c'est toujours troublant. Oui, je suis venu avec ma maman. Elle est où? Et là, il n'y en a pas une qui a l'âge d'être ta mère. Hein. Non, en effet. Mes filles, peut-être, oui. Bonjour à tous. Donc, Jérôme Amrit, Managing Director In The Memory. In The Memory, c'est une scale-up aujourd'hui qui développe, implémente des plateformes SaaS, notamment des outils basés sur la data pour optimiser les choix de catégorie management, donc assortiment, promo, merch. Voilà. Donc construction de l'assortiment, enfin le socle principal. Assortiment, la marchandise en tous les cas, la marchandise, la cam. Assortiment, promo et merch, et voilà. Jérémy. Bonjour tout le monde, donc Jérémy Hoy, donc moi je dirige Groupe M Commerce. Groupe M, vous connaissez peut-être, groupement d'agences médias, donc issu vraiment du monde du média à la base. Et nous, on a un département à la fois consulting et activation, donc sur les dimensions marketing, technologique et médias. Et pour faire simple, nous, on intervient plutôt sur l'e-retail média ici, avec un certain nombre de clients dans la salle. Le truc où il y a des écrans partout qu'il va falloir éteindre cet hiver, quoi, pour faire simple. En tout cas, où il faut faire preuve de mesure et de rationalité. Voilà, on y est. Stéphane. Alors toi, tu viens du vieux monde, hein, parce que tu dis que je viens des Mousquetaires, Intermarché, c'est... Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors depuis longtemps, je travaille sur le e-commerce. Hein. Donc Stéphane Smolarek, donc aujourd'hui chez Intermarché, avec toute une équipe, on est en charge d'intermarché.com et du Drive Intermarché. Et donc nous, on est sur la partie commerce, la partie business et comment on remplit les tiroirs caisses de nos très chers magasins. Et des adhérents, qui y a derrière. 2 temps dans notre conversation. D'abord, j'aimerais qu'on fasse l'état des lieux de la data aujourd'hui par le prisme que vous avez chacun sur ce sujet-là. C'est-à-dire, en gros, où on en est, qu'est-ce qui se fait. D'ailleurs, je vous demanderai qu'est-ce qui se fait de très bien, qu'est-ce qui est inspirant. Et puis, deuxième temps, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire. Parce qu'évidemment, tout le monde est à peu près convaincu ici, je pense que vous l'êtes aussi, qu'il y a devant une espèce de grand champ des possibles, dans lequel d'ailleurs on a parfois du mal à se repérer, et que ceux qui gagneront la course sont ceux qui vont trouver le chemin le plus évident, le plus rapidement possible, et donc on se demandera justement quel est ce chemin, et surtout qu'est-ce que ça permettrait de faire différemment. Jérôme, toi, c'est intéressant, parce que tu as quand même un double parcours, tu aurais pu nous dire ce que tu faisais avant.
J'étais directeur marchandise chez Carrefour pour un certain nombre d'années. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc du coup, il y a l'utilisateur de la data au service du commerce et aujourd'hui celui qui veut faciliter ça. Quel diagnostic tu poses? Quel état des lieux tu fais sur cette espèce de couple data-retail? On en est où à la préhistoire? On a déjà franchi quelques étapes. Qu'est-ce qui se fait de bien? Fais-moi l'état des lieux vu de ta double expérience du coup. Je pense qu'il y a beaucoup de retailers qui ont posé les fondations, c'est-à-dire qui savent aujourd'hui collecter, nettoyer, archiver, ranger leurs données, ce qui n'était pas le cas il y a un certain nombre d'années. Là où il y a des niveaux de maturité différents, c'est quel usage on en fait. Et je pense qu'il a fallu un peu de temps à beaucoup de retailers pour bien assimiler le fait qu'il ne suffit pas d'avoir des data scientists ou des types qui vont chercher les meilleurs algos sur je ne sais quelle bibliothèque sur le sujet. Il faut avoir des gens des passeurs. Il faut avoir des gens qui vont savoir poser la bonne question d'un point de vue métier, des gens du métier qui s'intéressent à la data et pas qui attendent qu'on leur serve tout cru un truc, et des gens qui travaillent la data, qui comprennent le métier. Et ce couple qui doit s'assembler, il s'assemble à des vitesses différentes suivant les distributeurs. Et à la globalement, fin, tu dis quand même qu'ils ont franchi cette étape-là. je pense qu'il y a beaucoup d'enseignes qui ont franchi cette étape à des niveaux variables, mais ça se retranscrit dans quelque chose de très très concret. Il suffit de regarder en fait les cas d'usage qui influencent au quotidien la réalité d'un catégorie manager, d'un acheteur, de quelqu'un qui va construire quelque chose lié à la marchandise. Aujourd'hui, dans la plupart des enseignes, vous avez des débuts d'outils qui sont mis en place qui répondent à certaines questions. Après, si tu poses la question état des lieux, on en est où par rapport au potentiel? Tu évoquais certaines questions tout à l'heure. On est très loin encore parce que ça prend du temps ce chemin-là. Donc, je pense que est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet culturel? C'est-à-dire que les distributeurs, Intermarché, Carrefour, vous êtes deux bons exemples, sont des one-to-all, et là on est en train de parler du one-to-one, donc forcément culturellement il y a une espèce de changement de paradigme quasiment intellectuel en interne pour accepter cette idée qu'un distributeur mass market, presque on devrait gommer le terme, j'allais dire. Ouais, alors après, je ne sais pas si tu es obligé de tout faire en un jour, tu vois. C'est-à-dire que le one-to-one complet optimisé qui va tout optimiser dans tous les sens, c'est le but ultime. Maintenant, je pense que c'est bien de comprendre ce qu'on fait. Donc peut-être qu'un chemin normal d'usage de la data, c'est de passer des étapes intermédiaires où on va juste donner un peu plus d'intelligence, un peu plus de puissance de calcul à un opérationnel, et on va lui dire, tu sais quoi, là, tu passais des heures carrées à faire ton fichier Excel, à parler avec un tel ou un tel. Je te rassure maintenant, je te donne ce truc-là. Ça ne fait pas tout, mais ça fait quelque chose mieux, plus vite, et maintenant tu vas passer ton temps à réfléchir autrement. Et tu vois, si je projette sur ce qu'on fait dans ma boîte, on ne fait pas tout dans tous les sens, mais on aide les gens à gagner du temps, exactement comme je viens de te le décrire. Et puis peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, on aura des outils encore plus holistiques, encore plus performants, qui feront papa-maman. Donc un premier pas, même petit, dans la bonne direction, te rapproche toujours de l'objectif. Dis le sage. Exactement. Ouais. Dis le sage. Ah oui, parce que je sais aussi faire le sage, Romain. C'est ça qui est fascinant. Stéphane, même question sur diagnostic. Alors là, pour le coup, toi, tu es encore acteur dans une boîte. Est-ce que cette prise de conscience, elle est là? Oui. Et j'aime bien l'idée, on en est au Moyen-Âge. C'est-à-dire que maintenant, on a apprévisionné le feu, on a quitté la préhistoire, on a nos châteaux forts, on a plein de données qui sont dans nos châteaux forts. Et maintenant, il va falloir qu'on commence à jouer avec. Et on en est là. Voilà. Chez Intermarché, plus qu'ailleurs ou pareil qu'ailleurs? Non, je pense que très honnêtement, on est tous... Ou moins qu'ailleurs, parce qu'en plus, la mutualisation de la data dans un groupe en indépendant, il peut y avoir des handicaps, possiblement. Oui, possible, et en même temps, on a aussi une richesse. Non, je pense qu'on en est tous à peu près dans le retail au même niveau. Alors, pour le coup, pour reprendre l'analogie historique, je suis un tout petit peu plus optimiste. Je dirais qu'on est entre la Renaissance et la Révolution. C'est-à-dire que... On va couper des têtes, je vous le dis tout de suite. Et on cherche des volontaires. Il faut pas me chercher. Ça, c'est à la fin. Mais le chemin il peut être un peu plus positif. Non, disons que déjà, je distingue juste les retailers traditionnels avec nos amis et aussi les pure players qui ont amené cette accélération. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a une renaissance. C'est pour ça que pour toi, la moyenne, elle est plus haute que le Moyen-Âge. Mais c'est parce qu'Intermarché, ils ne sont pas encore assez pure players. Non, mais la valeur positive que moi je retiens, c'est que ça a permis aussi au modèle historique de vraiment se renouveler et d'initier cette transformation. Donc la révolution, elle n'est pas encore là au sens positif du terme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les volumes de data sont là, s'agrègent, se constituent. Nous, en tant qu'agence, on commence à pouvoir vraiment bien activer, bien mesurer et avoir une approche beaucoup plus globale qui n'est pas que médiacentrique. Donc moi, j'ai envie d'être positif. C'est oui, le modèle, il se renouvelle. Il est en train de se réinventer. Pour certains, ce serait une révolution profonde, pour d'autres pas d'ailleurs. C'est plus facile chez certains que d'autres. Donc c'est porté par une globalité qui n'est pas que d'ailleurs grande conso alimentaire. Donc ça aussi, ça permet d'avoir des bonnes pratiques issues d'autres secteurs d'activité
qui au moins nourrissent la vision cible. Après, l'exécution, c'est un autre sujet, comme tu l'as très bien démontré. Donc voilà, moi j'ai envie de dire qu'on est entre la renaissance prêt et la à te révolution. fâcher, toi, avec des gens. Qui est en avance? Il faut faire des choix. Qui est en avance? Sur les retailers traditionnels, Oui, parce qu'on va considérer que les pure players, ils sont structurellement en avance. Structurellement plus en avance. Ok. Disons que sur la mise à disposition, parce qu'il y a la question de la capacité à donner disponible la donnée, effectivement, on a notamment l'enseigne dont vient Jérôme, qui a ouvert un peu plus les chakras. Alors après, c'est sous couvert d'un certain nombre de conditions, mais la mise à disposition des données est beaucoup plus facile. Une autre enseigne un peu plus historique, avec une part de marché majeure, elle, structurellement, est un petit peu plus délicate à ouvrir. C'est-à-dire une enseigne qui serait née en 1898 à Saint-Étienne? Par exemple, mais pas que, aussi en Bretagne. Mais en gros, oui, mais pour le coup, ce n'est pas des cadors de la data, Leclerc. Il ne faut quand même pas les qualifier de cadors. Potentiellement, ils en ont. Potentiellement, ils en ont plus que les autres. Ça peut être très intéressant. C'est eux qui en ont le plus, voilà. Évidemment. Mais aujourd'hui, dans la mise à disposition, en tout cas l'exécution, on n'en est pas là. Tu es prêt à te fâcher aussi, Romain, du coup? Est-ce que tu es d'accord avec Jérémy? Vous avez vu comment je l'ai amené gentiment? Parce qu'une fois qu'il y en a un qui a dit quelque chose, lui, soit il passe pour une couille molle. La prise de position. On est un petit comité, tu m'as dit, il faut faire rendre ça sympa. Ouais, non, puis en plus pour de le ça, moment, si j'essaye d'être. effectivement, il faut couper des têtes, il va falloir me dégager la nuque. Ouais, et c'est sûr que vas-y, tiens ça, Jérôme. Écoute, potentiellement, nos amis bretons avaient un peu de retard, mais en tout cas, ils en sont pleinement conscients. Et je pense qu'il y a un gros focus de l'enseigne. Et je crois savoir qu'ils ont même créé un groupe dédié à la data qui rapporte directement au DG. Ce qui montre, ou ce qui prouve qu'il y a un vrai focus de l'enseigne. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a l'ancienne enseigne de Jérôme, Carrefour, celle de Stéphane, Intermarché, qui ont tous deux des deals avec des meilleurs qu'eux en théorie sur la data. Google pour l'un et Microsoft pour l'autre. Enfin, vous n'en parlez pas trop, mais j'imagine que vous êtes toujours en deal avec Microsoft. Est-ce que c'était un passage obligé, je demande à qui le veut là-dessus, pour s'acculturer à la data, d'aller vers des gens dont c'est nativement plus le cadre de jeu? Oui, parce qu'ils ont un vrai savoir-faire, ils ont une vraie technologie, et à un moment ou à un autre, il faut accepter de prendre ces technologies de quelqu'un d'autre. On ne peut pas en un an acquérir ce que Google et Microsoft ont mis 20 ans à faire. Donc à un moment ou à un autre, on est obligé d'aller vers un mariage. Parce que pour le coup, ce n'est pas ce que fait Leclerc. Hein. Leclerc est fidèle à sa vision des choses. Après, chaque enseigne voit sa stratégie. Hein. Oui, Jérôme. Ouais, moi, je pense que là-dessus, il faut. Microsoft et Google sont des super boîtes qui innovent, qui savent faire plein de trucs. Je pense que quand je prends l'exemple de Carrefour, je me permets de parler pour eux. Ce sont des boîtes qui n'ont pas forcément embarqué l'expertise métier qui est nécessaire pour faire ce rôle de passeur dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a besoin dans les structures des retailers de mettre en place des organisations de sachants. Et de gens qui vont créer, vraiment qualifier le besoin, qui vont piloter ça. Donc il y a des équipes internes qui ont été staffées chez les distributeurs dont on parle, et soit on internalise, soit on externalise, et quand on externalise, je prêche pour ma paroisse, mais chez Carrefour, c'est moins un Google que soit une équipe interne, soit ma boîte. Chez Intermarché, c'est aussi beaucoup In-the-Memory qui intervient sur les problématiques catégorie management, parce qu'il y a besoin d'avoir les gens qui combinent expertise métier et data. Donc ils peuvent donner une plateforme sur laquelle on s'appuie. Derrière, les gens peuvent staffer, les retailers peuvent staffer une équipe interne, et il faut des prestataires un peu spécialisés sur la compréhension du métier. Donc je pense qu'il y a tout un écosystème à la fin qui doit être mis en place. Avant-dernier point de cet état des lieux, est-ce qu'il y a une frontière entre alimentaire et non alimentaire dans cette maturité data, dans ce début d'utilisation? Est-ce que vous ressentez ça? Parce que l'alimentaire, par principe, il a beaucoup plus de data. Il s'adresse à absolument tout le monde 3 fois par jour, alors que je ne change pas mon canapé toutes les semaines. Moi, je pense qu'il y a une différence déjà de structure de business, donc, et d'un point de vue modélisation, c'est pas la même chose. Il n'y a pas les mêmes pénétrations, il n'y a pas les mêmes fréquences d'achat. Donc on ne peut pas appliquer les mêmes modèles avec la même facilité. Je pense Mais est-ce que du coup ça se traduit par... Oui, parce que le non-alimentaire va beaucoup jouer, je pense, sur du retail média, va beaucoup jouer sur du CRM, va beaucoup jouer sur du one-to-one, parce qu'il n'est pas en logique de masse et il doit aller toucher des gens spécifiquement. Alors que structurellement, l'alimentaire,
va pouvoir jouer, va pouvoir construire des assortiments et des promotions sur des masses énormes avec des grosses fréquences d'achat. Donc tu peux modéliser des choses sur le core business, sur la construction de ton offre, ce qui est un peu plus complexe sur un non-alimentaire. Après, le non-alimentaire, quand tu as du textile qui se source à 15 mois, 18 mois à l'avance en Asie versus un électro sur lequel tu as des renouvellements de gamme toutes les 2 secondes, là aussi, attention, ce n'est pas les mêmes modèles qui jouent. Donc, et je pense que l'électro est un peu plus avancé que le textile pour le coup. Sur cette frontière alimentaire, non-alimentaire, Jérémy, est-ce que toi, tu vois des deux côtés dans ton activité? C'est vraiment très hétérogène. C'est-à-dire que oui, effectivement, sur le consumer electronics, pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, ils ont plus rapidement pris le pas de se dire je dois mieux connaître la lifetime value de mes clients parce qu'ils viennent moins souvent, le panier n'est pas le même, donc j'ai plutôt intérêt à ne pas rater l'achat qui se profile. Donc là, c'est plus évident. À l'inverse, pourtant, il y a là aussi de la connaissance client disponible, mais sur la cosmétique ou la beauté, par exemple, les enseignes ne sont pas encore au niveau, en tout cas dans leur écosystème et la mise à disposition de la data, du consumer electronics. Et vous avez d'autres catégories très pourvoyeuses de business qui sont aujourd'hui encore laissées en friche. Je pourrais citer le pet care, le pet food, le bricolage, le do-it-yourself, où il y a des initiatives, mais on n'est absolument pas au même niveau de maturité. Donc c'est très diversifié. Donc il y a un champ des possibles. Après, certaines sont plus prompts aussi, de par leur modèle historique, à aller dans cette ouverture. Mais voilà, il y a vraiment, c'est très très hétérogène aujourd'hui dans la multisectoriellement, quoi. On termine cet état des lieux avec une question que je vous ai posée à l'avance pour que vous y réfléchissiez. C'est citez-moi un cas, un use case, un best practice, retail, fournisseur éventuellement, ou que retail ou que fournisseur, peu importe, alim ou non alim, dans ce qui est fait aujourd'hui, ailleurs que chez vous évidemment, qui vous semble inspirant. Qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que tu as choisi, Stéphane, comme exemple à faire partager sur quelque chose qui est déjà opérationnel? Ça veut dire on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans la fiction, on est dans la réalité. Alors j'ai 2 exemples. Il y en a un qui est un petit peu éloigné de notre domaine, c'est Netflix. Parce que je reste en tant que consommateur bluffé par la façon dont il arrive à appréhender ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu, combien de temps je l'ai vu, et du coup sa proposition. En fait, personne ne voit l'exhaustivité du catalogue de Netflix maintenant. Mais tout est vu par quelqu'un, c'est un peu le principe. Voilà. Et sinon, plus proche de nous, je suis toujours admiratif d'Yves Rocher, qui pour le coup a su bien mélanger la data magasin et la data web et propose une vraie expérience sans couture et vraiment calcul. Enfin, c'est travailler sa data. Alors, certes, il a un assortiment plus petit que l'alimentaire, mais je trouve qu'il y a une vraie expérience qui est basée sur la data conso. Je reste sur le cas Netflix, un instant. Je ne sais pas si vous avez lu, mais au moins entendu parler du bouquin de Dominique Schelcher, qui s'appelle Le bonheur est dans le pré, où il a tout un chapitre pour contester le rôle des algos dans la conso, parce que ça enlève toute sérendipité. Alors la sérendipité, j'admets que je ne connaissais pas le mot avant, c'est la capacité qu'on a à regarder à côté de ce qu'on regarderait de manière naturelle, facile, etc. Et donc Netflix, et c'est ce genre d'algorithme-là, parce que ce n'est pas le procès de Netflix, il ne va pas vous aider à aller découvrir autre chose, puisqu'il va vous envoyer des choses qui, à l'avance, sont dans votre centre d'intérêt primaire. Est-ce que Netflix, avec cette limite-là, constitue toujours à tes yeux un best practice? Oui, parce qu'il y a toujours un moteur de recherche, n'importe où. D'accord. Et le moteur de recherche est libre, et là, on peut découvrir. Jérémy, ton best case pour le moment? Pas français, c'est pas grave. Mais dans l'industrie du retail qui a su vraiment se réinventer, Walmart. Alors pourquoi? Parce que quand on parle Walmart, on peut mettre le nombre de milliards qu'il a mis sur la table pour la data, mais bon, une fois qu'on a dit ça... C'est vraiment dans la transformation profonde du modèle, et à la fois d'un point de vue technologique. Donc vraiment, c'est devenu quasiment un acteur pure player, c'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment à tracer et à réidentifier, reconsolider énormément de parcours et d'actes de consommation. Ils l'ont centralisé, ils l'ont traité, ils l'ont vraiment clarifié. Ça a eu des vrais impacts aussi sur l'animation des magasins, sur les choix d'assortiment, justement, de sorte que quand même, en fonction de la région où on se situe, aux États-Unis, vous n'ayez pas tout à fait la même typologie de produits disponibles, ou en tout cas qu'il y ait des focus spécifiques. Et après, d'un point de vue marketing et médias, très clairement, aujourd'hui, c'est devenu un acteur incontournable sur le retail média aux États-Unis, qui clairement a taillé la croupe à Amazon sur certaines verticales historiques, c'est logique. Donc, avec les moyens de Walmart, donc évidemment, il faut pondérer et se dire que tout le monde ne navigue pas à la même vitesse. Mais alors, j'imagine que ça ne s'est pas fait sans douleur quand même, mais force est de constater qu'aujourd'hui, en 2022, versus où ça a été en 2015 ou 2016, et quand ils ont commencé à transformer le modèle, c'est une réussite. Est-ce qu'il n'y a pas une prime à la taille sur ce grand dossier de la data par principe?
Parce qu'évidemment, dès lors qu'on est dans tous les États, parce que le retail américain est très atomisé. Walmart est l'un des rares acteurs nationaux, ou nationaux si on met le pluriel là où il doit l'être. Absolument. Alors, je ne vais absolument pas parler à la place de mes camarades, mais donc c'était sans doute plus facile pour lui. D'autant qu'il y a un ticket d'entrée, il faut changer son infrastructure, s'adosser à des partenaires référents pour vraiment avoir une structure qui permette d'encaisser la charge de millions et de millions, et voire de milliards de transactions ou d'actes ou de signaux forts ou faibles qu'on arrive à adresser. Donc oui. Donc Walmart comme ton best case, voilà, pour cette espèce de pivotement. La transformation qui, pour le coup, vu le modèle historique, on aurait pu se dire que ça serait très très compliqué à changer. Alors ça a dû l'être, mais force est de constater qu'à la fin, c'est très efficace. Jérôme, moi, sur ton podium. Ouais, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Un hyper simple, que j'avais beaucoup aimé quand j'étais chez Carrefour, qui est analytiquement hyper basique. C'était le petit modèle qui avait été mis à disposition des magasins pour planifier ceux où il n'y aurait plus de baguettes à 18h le soir, concrètement. Donc c'est un exemple très très simple, mais j'en parle parce que moi je crois, on parle beaucoup d'algo, de machine learning, ce qui est utile et nécessaire, mais dans la data, il y a quelque chose d'important qui est de donner la bonne information au bon moment à la bonne personne de manière démoyennée. Dans le retail, il y a énormément de données. La question, c'est qui a la bonne donnée à quel moment pour faire quelle action. De manière très très simple. Et parfois, juste donner une donnée quasi brute, pas analysée, mais à la bonne personne au bon moment pour qu'elle prenne une action donnée, ça suffit. Donc je prends cet exemple-là parce qu'analytiquement, il était assez basique en fait. Mais à la fin, le type, il doit faire du pain ou il ne doit pas faire du pain. Et s'il n'y en a plus à 18h, il ne se vendra pas. Moi, j'aime bien le concept de la démoyennisation, qui est quand même un peu le préalable à toute utilisation de la data, je pense. Exactement. Et donc ça je trouvais ça intéressant. Un deuxième exemple qui, d'un point de vue tech, est un peu plus avancé, que j'ai beaucoup aimé, c'est... d'une manière générale, la démarche je ne sais pas si vous connaissez SES Imagotag, c'est voilà, je ne sais pas si tout le monde connaît. Toi, bon, en gros, ils font des étiquettes électroniques, je fais simple. Alors voilà, c'est une vision honteusement réductrice de l'activité d'SES Imagotag, donc je sanctionne tout de suite Olivier pour cette appellation. Mais SES Imagotag se qualifierait, je pense lui-même, comme le leader de la digitalisation de tout ce qui se passe en magasin. Si je schématise, je ne vais pas faire la pub plus que ça. Mais non, mais j'aime bien ce qu'ils font parce qu'on part d'une étiquette électronique qui commence à digitaliser une information qui va supporter des process qui vont digitaliser, que ce soit la préparation, par exemple pour un préparateur Drive en magasin, on va pouvoir reconnaître son parcours, le préformater. Ils sont en train de rajouter tout un tas de devices, tout un tas d'entrepreneurs, d'entreprises autour de leur écosystème. Donc là, ils sont en train de mettre des caméras qui te permettent de faire un matching entre l'étiquette électronique et la présence du produit. Donc d'un seul coup, tu connais la réalité de tes implantations en magasin par magasin, et puis la théorie d'un plan merge qui est édité au national. Tu sais si ton produit, toutes les demi-heures, il est vraiment physiquement présent ou s'il y a une rupture. Et là, d'un seul coup, quand tu as une infra qui te permet, avec plusieurs capteurs, demain, tu vas voir sur des pousseurs, sur des poussoirs en rayon, tu peux aussi avoir une reconnaissance du stock réel qui est disponible en profondeur. Donc, ils sont en train de créer un écosystème qui va digitaliser de la donnée. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils créent de la donnée. Et tu vois, on a l'habitude d'avoir de la donnée transactionnelle. D'aller vers la fameuse infobésité, c'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi en faire. Bah, oui et non, c'est-à-dire que justement, à partir du moment en tout cas, où c'est pré-pensé, là j'ai l'impression qu'ils sont dans cette démarche-là, où eux, ils essayent de capter, de digitaliser beaucoup d'informations physiques de la réalité de ce qui se passe en magasin. Après, tu peux imaginer tes process d'opération magasin, tes process supply chain qui sont impactés également, la réalité de la construction de tes assortiments magasin par magasin. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une donnée qui est créée. On a l'habitude de travailler la donnée transactionnelle, la donnée fidélité, carte de fidélité client. Là, c'est cette espèce de boîte noire, en tout cas moi que j'ai toujours expérimenté, quand tu es dans un siège par exemple, de dire mais qu'est-ce qui se passe en vrai magasin par magasin, minute par minute, potentiellement avec l'Internet des objets, globalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer des données qui vont documenter ça. Donc je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante, qui est au début, mais je trouve que c'est quelque chose qui est très prometteur et c'est déjà en place chez un certain nombre d'enseignes, un petit peu en France et à l'étranger plus, et c'est déjà en train d'impacter tout un tas de process magasins, notamment. Si on prend l'exemple du repérage de la rupture, par exemple, celui qui est le plus en avance, c'est Casino. Alors pour le coup, c'est pas SES avec Believe, mais bon, c'est le même principe. Et donc en gros, tous les casinos de France sont aujourd'hui équipés de ces petites caméras qui sont dans les bandes de rive à l'opposé du rayon qu'elles regardent. Et donc chaque directeur de magasin a en temps réel l'état de rupture de son magasin, et avec la possibilité d'un pour action. Après, est-ce qu'il fait le pour action, c'est un autre sujet. Exactement. Mais donc là, pour le coup, Casino en France est la boîte qui est la plus en avance là-dessus. Romain, tu as bossé toi aussi sur ton use case que tu trouves très bien? Comme je passais en dernier, j'avais peur qu'il me le choure, tu sais, juste avant. Je me suis dit, merde, je trouve un backup au cas où, tu vois. Écoute, pour prendre un peu le contre-pied par rapport à ce qu'on s'est dit juste avant, j'ai pris un exemple dans le non-al. Et en fait, je pensais à Leroy Merlin. Pourquoi? Parce que Leroy Merlin, finalement, a été assez pionnier sur l'utilisation de la data. Ils se sont rendus compte il y a des années
que la data pouvait leur servir énormément. Ils ont commencé en analysant le passé pour comprendre le présent et anticiper le futur. Et ils l'ont utilisé énormément dans la logistique au départ. Et finalement, ils ont commencé à l'utiliser dans d'autres métiers chez Leroy Merlin, ce qui leur a permis de devenir une des enseignes préférées des Français. Et j'ai cette anecdote qu'on m'a contée, qui est qu'à force d'analyser le passé, et pour comprendre le présent, ils se sont rendus compte d'un truc, c'est que, je ne me demande pas pourquoi, mais les acheteurs de cuvettes de toilettes, d'abattants de toilettes, étaient surconsommateurs dans l'enseigne. Et que du coup, il fallait, entre guillemets, câliner ces consommateurs-là dans leur CRM. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu achetais ta cuvette de toilette chez Leroy Merlin, ils savaient que cette personne-là allait surconsommer dans les mois à venir et qu'il fallait améliorer ton CRM avec eux. En fait, c'est exactement ça l'utilisation de la data. C'est-à-dire, c'est voir ce que l'œil ne voit pas. Parce que si tu prends un peu de recul par rapport à ça, c'est assez logique. Quand est-ce que tu changes ta cuvette de toilette ? C'est quand tu aménages. C'est quand tu aménages dans ton appart ou quand tu aménages dans ta maison. Et en fait, quand tu aménages dans ton appart ou que tu aménages dans ta maison, généralement, derrière, il y a plein de travaux et tu vas aller chez Leroy Merlin. Et en fait, c'est exactement ça. Et je trouve que l'anecdote est assez sympa. Et je faisais le parallèle avec, sur Pampers, on appelait ça le POMI. Le Point of Market Entry, okay, le classique POMI. Mais là, ton POMI, chez Leroy Merlin, c'est l'achat de ton chiotte. Et c'est glam. Quand vous allez raconter ce que vous avez appris aujourd'hui, ce soir à la maison, vous allez briller, je vous le dis tout de suite. Mais alors, briller comme jamais. Mais non, et ce que j'aime bien sur cet exemple de Leroy Merlin, c'est que, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est du non alimentaire. Donc on peut dire que le niveau de récurrence chez Leroy Merlin, normalement, te permet de personnaliser le modèle de perceuse que tu vas pousser. Mais ça leur a permis d'être réellement meilleurs. Voilà. On bascule un peu vers l'avenir et on se demande à présent où on peut aller dans ce grand chantier de la data, faire un peu de prospective. Quels sont les chantiers les plus évidents à adresser quand on veut commencer à jouer avec la data ? Est-ce que c'est des chantiers d'organisation interne ? La logistique, Leroy Merlin a démarré par ça. Ou est-ce que c'est des chantiers plutôt front office, client, CRM ? Qu'est-ce qu'il faut d'abord commencer à regarder ? Jérôme ? Écoute, toi, tu es quand même clairement dans un peu le back-office, c'est-à-dire comment je fais en sorte que ce que je propose soit bien au bon endroit, comme il faut. Donc c'est la première brique, forcément ? Écoute, moi en tout cas, celle qui me vient spontanément à l'esprit et que j'adorerais voir exécuter dans plein d'enseignes demain matin, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure sur l'offre. En fait, c'est tout bête, mais avoir la bonne offre customisée par rapport à chaque magasin, à son profil de clientèle. Et quand je dis ça, c'est en prenant tous les angles de ce que la data peut nous permettre demain, c'est-à-dire que tu la fasses évoluer au cours des saisons, ton offre, que tu l'adaptes à ton profil de clientèle local, que tu viennes vraiment prendre en compte quelque chose qui serait vraiment digitalisé sur c'est quoi la réalité de ton allocation linéaire, il est où le poteau, du coup il est où ton enchaînement, ta séquence merchandising, ainsi de suite dans ton magasin à toi. C'est quoi ton poids du drive et du coup c'est quoi le linéaire que tu dois, la capacité que tu dois réserver sur certaines références pour les préparateurs qui vont venir te vider tes rayons méthodiquement s'ils le font dans les allées. Mais aussi une data où tu vas réussir à aspirer d'une manière ou d'une autre le maximum de données concurrentielles, parce que comme tu le disais, c'est un métier aussi de chasseur où tu dois aller voir ce qui se fait de mieux à la concurrence. Et donc, c'est quoi ta concurrence locale et quels sont les produits qui se vendent peut-être bien que tu devrais détenir. Donc, ce monde-là, on n'en est pas hyper éloigné, mais quelque chose de très, très exhaustif, complet, qui va permettre à un retailer de customiser son offre au point de vente par point de vente. On est à mi-chemin, au tiers de chemin, je ne sais pas où on est là-dessus. Et c'est la première étape à tes yeux ? En tous les cas, moi je le mets dans les. Ouais, pour moi, l'offre, c'est le premier levier de préférence. Mais voilà, mais ça, moi, l'offre, je positionne. Tu as la proximité qui joue énormément pour l'enseigne. C'est un prérequis. Et après, juste après, je trouve que tu as l'offre. Donc le premier truc. Puis en plus, j'ai envie de te dire, c'est pas lunaire ce dont je te parle. C'est un truc où tu sens bien que tu es à peu près prêt d'avoir les outils pour le faire bien. Donc ma priorité, ce serait ça. Ouais. Alors sur l'offre. Toi, il y a une particularité, c'est que quand j'arrive sur tes interfaces, Intermarché, Drive, voilà, par exemple, la probabilité que j'ai la même offre que Jérémy qui n'achète pas du tout comme moi est quand même très forte. Alors que tu as la capacité de recréer un magasin qui soit différent. Quand on est en magasin physique, évidemment, le magasin, on ne va pas le changer en fonction du client qui rentre. Alors que vous pouvez le faire. Et pourtant, globalement, vous ne le faites pas encore. C'est
C'est simple. C'est simple parce qu'aujourd'hui, on a cette richesse locale qu'il faut qu'on exploite mieux. Notre écueil, c'est la technique. Dans la maison, on a 4-5 identifiants différents qui vont identifier un produit. Comment, rien que ça, on arrive à les regrouper pour être sûr de parler du même produit et avoir une offre ultra personnalisée? C'est ça, en fait, notre prochain chantier. Et vous en êtes loin de la personnalisation de l'offre via l'interface, parce que là, on parle bien de... Pour le coup, on a dépassé un peu le Moyen-Âge. On n'est pas encore à Versailles, mais on est au pavillon de chasse avant Versailles. Donc on avance sur cet aspect-là. À quelle échéance, d'après toi, Jérémy et moi, en se connectant sur intermarché.com, on n'aura pas la même homepage? On espère, allez, si tout va bien, milieu d'année prochaine. D'accord. Donc on s'en rapproche quand même. Exactement. Alors pour le coup, il y a la seule enseigne qui, sur ce sujet-là en France, fait des choses plus avancées, c'est Carrefour, qui en termes de personnalisation de l'offre, de l'interface, ça fait à peu près 18 mois globalement qu'il y a des choses qui commencent à se voir. C'est pas difficile, hein, si vous êtes curieux, vous loguez avec des identifiants différents ou avec des potes que vous connaissez, faites-moi une capture d'écran et puis vous allez vite comprendre qu'est-ce qui détermine. Donc ça se voit. Vous, encore 6-8 mois et on est pas mal. Est-ce que vous êtes capable de prédire ce que je vais mettre dans mon panier? Parce que la data peut permettre ça aussi. Il y a des choses qu'on fait avec nos petits camarades de chez Lucky Cart sur la prédiction de Bien, panier. vraiment Non, on est. Non, parce que tout le monde m'a dit ça globalement. Non, sincèrement, pour le coup, je pense qu'ils ont là-dessus un vrai apport et ils nous ont projeté dans certaines réflexions. Sur l'alimentaire, c'est essentiel d'avoir la récurrence d'achat. Il faut qu'elle soit subtile, on ne peut pas arriver avec nos gros sabots, on ne peut pas mettre 3 pop-up qui clignotent en disant on sait que tu vas bientôt acheter de la litière, il faudrait l'acheter. Mais pour le coup, voilà, on avance très bien avec eux sur ce sujet. Je vais vous donner une stat qu'a révélé Mourad Ben Sadi, qui est le patron du e-commerce Carrefour aux ateliers du Drive la semaine dernière. La stat qu'il a donnée, c'est la suivante. Au bout de 3 commandes d'un client, on est capable de prédire 70% de son panier. Est-ce que ça te semble réaliste? Oui. D'accord. Oui, franchement. Jérôme, alors toi tu t'occupais pas de e-commerce, mais non, mais je discutais avec mes copains de e-commerce. Bien sûr, merci. Et puis on avait, parce que c'est quand même très intéressant parce que là on voit un champ du possible en termes de métier qui est fascinant. Et puis c'est un énorme sujet pour le e-commerce parce qu'il y a un gros sujet de qualité de préparation des commandes pour vérifier que donc de disponibilité des produits parce que après sinon tu dois gérer des substitutions qui est compliqué. Donc en effet, ouais, non, c'est tout à fait réaliste. Et la prévisibilité de ce qui se passe en e-commerce du fait de la complexité des process opérationnels derrière pour préparer réellement la commande, c'est ultra important. Et donc, du coup, c'est un gros levier de fidélisation du client. Comment vous expliquez qu'en matière de e-commerce, on ne soit pas encore assez loin ou aussi loin qu'on pourrait l'être sur la personnalisation? Là, je ne parle pas d'Intermarché spécifiquement, je parle en général. Est-ce qu'il y a peut-être une forme de frein ou une acceptation qui est difficile par le client parce que c'est aussi lui renvoyer? Moi, pour ceux qui me suivent, je suis fan d'Indochine. Ça arrive, personne n'est parfait. Bon, si en arrivant sur la page Amazon, ça m'est arrivé une fois, il n'y a que du Indo, ça peut troubler quand même. Bon, alors depuis, ils ont dû comprendre que ça m'avait fait peur puisque j'en vois plus. Ou alors c'est que j'achète plus chez eux, ce qui est aussi possible. Est-ce que vous pensez qu'autour de ce sujet personnalisation, on reviendra, Romain, avec toi, à la toute fin sur ça, sur data et responsabilité, parce que c'est quand même pas neutre. Est-ce qu'il y a un sujet d'acceptation sociétale de la personnalisation à outrance ? Où on se fait peur. Enfin, je me fais peur. Je pense que l'acceptation, elle a été essentiellement à l'interne dans nos entreprises réciproques. Plus que de celui qui reçoit le fruit de la personnalisation. Parce que ça fait 50 ans qu'on fait des très belles allées centrales avec pratiquement tous au même endroit, le même box, du même fournisseur. Et là, du jour au lendemain, on arrive avec un système qui dit qu'il y aura peut-être la moitié des clients qui n'iront pas ce produit. C'est un point hyper important. Je pense que sur la promotion, on est au tout début de l'aventure parce que on reste encore sur une très grosse majorité des investissements promotionnels et des promotions qui sont de masse, qui sont en magasin, qui sont non personnalisés. Ça a vocation à durer encore. Enfin, ça va pas se faire en un jour cette affaire-là non plus. Mais quand tu penses à la perte en ligne qu'il y a derrière ça, c'est-à-dire à de l'argent qui est distribué à des gens qui ne le demandent pas. C'est un peu le yield management des prix quelque part, dont je parlais tout à l'heure. Bien sûr. Et donc il faut voir à quelle vitesse on va être capable de personnaliser les promotions. Mais tout le monde est un petit peu nerveux quand tu commences à parler de ça, parce que tout le monde a déjà expérimenté dans toutes les enseignes. Quand tu bouges un petit peu ton offre promotionnelle une semaine par rapport à ce que tu as fait l'année précédente, tu peux vite boire la tasse. Tu vas lire ta part de marché en fin de semaine, en fin de mois, tu vas pas être très content. Donc tu peux faire des choses que tu juges intelligentes, mais il va falloir vite que tu vérifies que ça touche suffisamment de monde. Donc c'est un processus qui est lent. Mais je pense que le client sera prêt à l'accepter
Mais il faut trouver le parcours client qui fait qu'il adhère, qu'il est contactable. Et aujourd'hui, le plus simple, c'est encore qu'il pousse son caddie puis qu'il vienne remplir d'un truc dans une allée centrale. Est-ce que le cadre, alors toi tu as bien connu ça du coup, est-ce que le cadre réglementaire dans l'alimentaire n'est pas un frein à cette mue? Parce que je vous rappelle quand même, en gros, pour faire très très court, c'est que dans les négos, on se fout sur la gueule, on négocie des contreparties et que la promo est très souvent, pas le seul, mais un élément de la contrepartie. Et que si on enlève ce côté masse, pour aller vers juste du one-to-one, peut-être qu'on est plus fragile sur la contrepartie qu'on apporte. Non, je ne pense pas que ce soit le cadre réglementaire le problème. Le problème, je pense, c'est de plonger un peu dans l'inconnu par rapport à quelque chose que tu maîtrises et que tu connais en masse et de lui substituer un levier qui n'est pas encore aussi puissant en termes de nombre de clients que tu peux toucher. Et donc, tu ne peux pas lâcher la proie pour l'ombre. Tu vois, et voilà. Et donc simplement, c'est pareil. C'est une transition lente qu'il faut mener. Ça va prendre je pense que celle-là, elle va prendre du temps quand même. Romain, tu voulais ? Je suis hyper d'accord avec Jérôme. Pour moi, c'est plus un problème de nature humaine. Et là, on parlait des enseignes, mais je pense que c'est exactement la même chose du côté marque. C'est que ça fait quand même des années que j'entends, quand tu fais un prospectus, tu livres 100, tu vas vendre 70, et sur ce 70 vendus, tu en as 50% qui vient en incrémental. Le reste, c'est de la canib. Mais c'est exactement les mêmes chiffres depuis longtemps. Vaut mieux, l'année d'après, refaire la même chose, même si tu sais que ça va moins bien performer, que faire quelque chose complètement différent qui va peut-être complètement foirer. Vaut mieux faire la même chose un peu médiocre que prendre le risque de complètement se rater. Donc c'est un problème de nature humaine. Et là, tu changes complètement le comportement. Et si je prends un exemple, moi je me souviens de ce que je souhaitais, ce que je n'ai pas complètement réussi à faire, c'était quand j'étais chez Carrefour, c'est identifier, tu sais que tu as 10% de tes clients, max, 10, entre 8 et 10, qui sont les vrais gros chasseurs de promo. C'est-à-dire qu'eux, ils changent de magasin, et puis ils peuvent en faire plusieurs d'un coup d'ailleurs pour en tourner, pour aller choper toute la promo. Ceux-là, si on raisonne data, qu'est-ce que tu fais pour les connaître, pour les identifier, pour les contacter, pour faire que toutes les semaines que Dieu fait, tu vas aller leur proposer des promos qu'ils ne trouveront pas ailleurs, ou en tout cas ils n'auront pas envie d'aller ailleurs si tu n'as pas envie qu'ils aillent ailleurs. Mais une fois que tu te rassures sur la contactabilité individuelle de chacune de ces personnes, tu te relâches quand même un niveau de pression sur les 90% qui restent. Et là, tu as une autre discussion. Alors, ouais. Et c'est là où je trouve que franchement, il y a mieux à faire. Alors, tiens, en ce moment, il y a du moins 90% en remise différée chez Carrefour sur Sun. Il doit y avoir du 90% chez Intermarché pour Ariel, si ma mémoire est bonne, ou c'était la semaine dernière. Si je vous écoute bien, c'est totalement con de faire du moins 90% pour tous les clients. Ok. Alors maintenant, je me doutais que vous alliez dire ça. Non, parce que je vais vous donner... Pour les consommateurs, pour la marque ou pour l'enseigne ? Pour ceux qui l'organisent, en l'occurrence le couple marque-enseigne. C'est un coup de trafic, on le sait, c'est un coup de communication, basta. Oui, mais alors justement, moi je vais prendre la posture inverse. Même si pour Carrefour ou pour Intermarché, c'est totalement con de faire du moins 90 pour tous les clients, sachant que ce n'était pas utile pour tous. Voilà. Ça envoie un message dans la tête de tous les autres, y compris les non-acheteurs de liquide vaisselle ou de lessive, que dans cet endroit-là, ça bastonne, il y a du prix, c'est là où il faut aller. Et donc finalement, peut-être que ça ne sert pas la cause du produit, mais ça sert la cause du lieu. Est-ce que malgré tout, ça ne justifie pas qu'on continue à bombarder de manière non chirurgicale? Ça, c'est une question de communication et après, c'est pas binaire, c'est pas tout ou rien en fait. C'est-à-dire que tu peux faire des coups comme ça de temps en temps, mais quand tu regardes la masse d'argent qui est dépensée par des fournisseurs et par des enseignes sur le fait d'avoir des UB qui finalement ne sont dédiés qu'à 10 ou 15% des gens, réellement, il y a une manne d'argent qui pourrait être exploitée autrement. Ça n'empêcherait pas de faire des super coups avec des 4x3 qui viennent... C'est ta victime. Contre-argument du contre-argument. Sun, c'est ta victime et c'est ta homepage pour attirer et créer du trafic. Tu as combien de pages dans un prospectus? 64. Ouais. Non, en moyenne, pardon, sur sa 3 distrib, 42 là, au moment où on se parle. Voilà. Bon, j'avais pas la data, ça m'arrange, maintenant que tu me la donnes. Donc tu as 42 pages. Tu n'as pas besoin d'avoir 42 pages d'offres à 90%. Non. Mais... Parce que sinon, là, on met tout ça mais il y en a quand même plus aujourd'hui qu'avant. Donc, je résume tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Premier chantier d'usage de la data, la construction de l'offre. Deuxième chantier possible, la personnalisation. On continue. Qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre, Jérémy, dans ce qui est faisable dans les utilisations de la data? La mise à disposition pour des activations, pas que terrain et magasin, mais de manière raisonnée. Donc, qui prend vraiment. Oula, c'est compliqué là. Vas-y. Prends un exemple. Dis plus simplement, voilà. l'e-retail média, puisque c'est quand même notre cœur de sujet, qui est très dynamique, où on a évidemment beaucoup d'impressions publicitaires qui viennent se rajouter dans les linéaires, donc qui viennent encore plus être des stimuli d'achat.
La difficulté, c'est que finalement, ça vient rajouter encore des sollicitations sur un parcours d'achat déjà très très préempté. Bon, il serait intéressant qu'avec la personnalisation, le fait que l'on connaît les profils hyper promophiles, donc les fameux 10%, versus d'autres qui ne réagissent pas aux mêmes stimuli, avec une meilleure expérience client liée à des commentaires, des reviews, des choses qui viennent, je dirais, rapporter une dimension qualitative au choix qui amène le produit. Nous, on a notre responsabilité aussi à faire en sorte que même si c'est pour le moment un levier qui est en totale surcroissance, à piloter ça avec par parcimonie, mais en tout cas raison. Moi, j'étais sûr que tu me mettrais le mot e-retail média dans ta réponse. Donc, mais bien sûr. Mais j'aurais pensé que tu m'aurais dit la chose suivante. Dans les chantiers, là, on essaye d'identifier les quelques grands thèmes. Il y a le chantier où les retailers vont devenir les nouveaux médias des marques bien plus forts que les médias traditionnels. C'est un corollaire, hein. Très concrètement, c'est plus straight, quoi. C'est en gros une marque de PGC aujourd'hui, dans son arbitrage média. Avant, il y avait du TF1, du M6. Désormais, il y aura du TF1, du M6, du Carrefour, du Infinity. C'est déjà oui, mais dans une proportion beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. En plus, non, mais enfin, je vois, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi ça, Carrefour a présenté il y a bientôt un an son plan digital transformation machin, avec le e-retail média, qui est appelé à délivrer 200 millions de ROC, de résultats opérationnels courants, en 5 ans. Ça veut dire 4 ans maintenant. Bon, là, il va falloir un peu s'enlever les doigts pour y arriver, mais ça donne une trajectoire quand même. Ça veut dire que le distributeur va devenir la nouvelle porte d'entrée média pour les marques. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, beaucoup plus. Tout à fait. Et ça, pourquoi ? Parce que oui, il y a le site de l'enseigne, très bien, mais qui est capé à un moment donné en termes de potentiel d'investissement publicitaire. Par contre, puisque c'est le sujet, l'utilisation de la data shopper dans tous les écosystèmes de diffusion, qu'ils soient télé, affichage ou autres, digitalisés, donc via des plateformes, c'est là où il y a le relais de croissance. Donc oui, je suis totalement d'accord avec ça. Mais là aussi, ça rejoint mon point de pragmatisme et de connaissance pour ne pas être dans la surexposition grâce à la data des retailers, puisqu'à un moment donné, on vous tape sur TF1 en replay, ensuite on vous voit sur les écrans DOH proche magasin, on vous retape sur le site de l'annonceur, ensuite on vous retape sur des YouTube, Dailymotion. Et à un moment donné, si vous n'êtes pas dans le processus d'achat et que la considération de la marque du produit, vous l'avez déjà, ça peut avoir des effets de bord, à être dans un petit peu le biais de la publicité digitale il y a 10 ans, où on était dans le retargeting à tout crin et qui finalement était plus destructeur de valeur. Donc ce que je dis, c'est que la data, elle est formidable et c'est effectivement l'opium pour les marques et pour aussi les acteurs du média. Mais il faut prendre en compte toute cette connaissance que les retailers ont et mettent à disposition plus ou moins pour l'utiliser au rythme du vrai besoin. Là-dessus, je trouve que sur les objectifs qu'il peut y avoir de monétisation en retail média, il faut faire attention au benchmark d'Amazon quand même, à sa puissance, au temps passé par un client en moyenne. L'expérience sur le site e-commerce d'un retailer alimentaire classique par rapport à Amazon n'est pas exactement la même fréquence, n'est pas exactement le même temps passé. Donc on s'emballe à t'écouter ? Moi, je pense que pour l'instant, avec les chiffres, on s'emballe un peu. Maintenant, la direction, elle reste la bonne. Je trouve que il y a quand même quelque chose d'intéressant dans tout ce qui va se passer dans le cookie-less qui arrive et ainsi de suite sur la mesure, la capacité de la mesure. Concrètement, on peut suivre, quand on sait suivre un client individuel et qu'on sait suivre du coup le ROI des campagnes, parce qu'on sait suivre son comportement qui va être différent et on et off. D'ailleurs, dans les magasins physiques comme sur le e-commerce, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. Et puis après, je ne sais pas moi si ça arrivera un jour, mais j'ai envie de croire que ça arrivera. Mais tu vois, on parle des actifs digitaux d'un retailer. Demain, si ça se trouve, on est tous reconnus avec nos smartphones quand on rentre dans un magasin. Et là, on est contactable. Ça fait très longtemps que c'est possiblement, c'est techniquement possible. C'est techniquement possible. Après, comme beaucoup de sujets, c'est des sujets d'infrastructure. Quelle infrastructure est mise en place et déployée à l'échelle ? D'infrastructure ou d'acceptation ? Moi, je reviens sur ce sujet-là. Les deux, je pense les deux. Non, alors, je ne sais pas te dire pour l'acceptation. Franchement, moi, je ne suis pas devin là-dessus. Mais déjà, je note qu'il n'y a pas forcément l'infrastructure qui est présente pour le faire aujourd'hui. Ce qui évite de se poser la question connectivité entre tout un tas de devices, tout ça pour le faire. Donc déjà, à partir du moment où tu n'as pas la plateforme pour le faire, voilà. Mais si un jour on le fait, ce que je veux dire, c'est que tout le monde parle du premier moment de vérité du client face au rayon. Il y a un moment, si tu donnes accès à un client quand il est en train de regarder ses biscuits pour savoir s'il va acheter la Mère Polar, Saint-Michel ou Mondelez, tu vois, c'est pas exactement grâce aux petites caméras de SES, pas foigné. Par exemple, mais tu vois, tu auras d'autres solutions. Alors justement, on est un peu dans la fiction. Je vous donne une baguette magique à tous les quatre. Qu'est-ce que vous en faites pour imaginer un use case ou une perspective en matière de data, sans contrainte, sans limite ? Qu'est-ce que vous aimeriez un jour arriver à faire
Là, on se projette dans un temps peut-être beaucoup plus long que les années qui viennent. Mais qu'est-ce que vous aimeriez faire, Stéphane? Ta baguette magique, tu l'utilises pour dessiner quelle solution? Alors, si je prends la baguette magique d'Harry Potter et si je fais le point avec Leroy Merlin, le rêve, c'est de se dire, si le client il a acheté un nouvel abattant de WC, c'est que nécessairement, il va avoir besoin de papier toilette. Et donc, en consolidant toute la donnée, dans le respect du conso et des parcours, mais en consolidant toute la donnée de plusieurs sources d'achat, on soit capable de lui proposer le produit au bon endroit pour lui enlever de la charge mentale quand il fait ses courses. Et le Alors, stress... je vais quand même te dire un truc. Ouais. Si tu as besoin de savoir que j'ai acheté un abattant de papier de Oui. toilette pour savoir que j'achète de temps en temps du papier toilette, Alors, pourquoi on ne j'aurais doit besoin- pas être foutu pareil, toi et moi. Non, alors, pourquoi on aura besoin de le savoir? Mais je Parce comprends que- l'idée néanmoins, Voilà, mais ouais, ça ouais. va. Il y a une idée peut-être de couleur, et j'habite dans mon nouvelle maison. Ouh, Ah bah pour ouais. assortir, Ah bah, oh, bien ça- sûr, j'ai un là tu abat- commences à m'intéresser. Ouais. Vas-y, vas-y. J'ai un abattant de Faut pas le WC chauffer tout sur les noir. couleurs, lui. Ouais. J'ai un abattant de WC tout noir. Je veux du papier toilette tout noir. C'est le premier produit que je pousse. Et ça, sans mauvais Il jeu faut de pas mots. louper des mots dans Ouais, l'histoire. Exactement. Non, mais en termes d'expérience, Ouais, c'est intéressant. c'est pareil. Quelqu'un qui achète un bac à litière, c'est que nécessairement, il va avoir besoin de litière. Donc ça, c'est important. Et du coup, il y a une complémentarité des enseignes qui peut se faire. Après, en effet, là, on est. Bon, sur chez les muliers, ils doivent y ouais. arriver mieux qu'ailleurs. Hein. Non, mais sérieusement, parce que d'ailleurs, ils sont en train. La data, c'est l'un des rares sujets sur lesquels les muliers ont accepté de se mettre d'accord. Parce que pour le reste, voilà, commercialement, ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. La data est le dernier kilomètre, c'est déjà pas mal. Ok, donc en gros, c'est d'aller prendre des datas qui ont plein de sources différentes pour en faire quelque chose de nouveau. Au lieu de discuter, tiens, donne ta baguette magique, toi, au lieu de faire le malin. Tu vas voir qui c'est le maître d'école ici. J'étais dissipé. Ouais, paf, tout de suite. Hein. Pim. Écoute, si j'avais une baguette magique, je crois que j'aimerais beaucoup que la data permette une intégration de bout en bout dans les supply chains. Moi, j'ai toujours été Alors, ça veut marqué. dire quoi? Qu'est-ce que... Ben, ça veut dire que tu vois que simplement la détection, il y a des choses qui sont déjà intégrées, mais que la détection d'une vente, d'une rupture à un endroit dans un magasin remonte tout de suite toute la chaîne jusqu'à l'industriel qui est en train de produire, voire le type qui gère les matières premières qui vont servir à gérer l'industriel. Parce que j'ai toujours été très marqué par le gaspillage, par les stocks de sécurité que tu as à droite, à gauche, par les ups and downs qui font que en fait, tu as beaucoup de gens qui perdent du temps, de l'argent, des matières, qui, si on intégrait complètement nos écosystèmes et nos données, pourraient faire gagner du temps, de l'argent et puis du gaspillage. Alors, donc on n'y est pas. Et ouais, on ouais. est, tu vois, mais il y a déjà... possiblement, on y est, de fait. Voilà, mais il y a des trucs possiblement on y est. Je veux dire, il y a de l'ODI qui connecte les retailers, les industriels depuis la nuit des temps, tu as de la gestion partagée des approvisionnements, tu as des trucs, mais le truc vraiment qui part de la caisse. Hein. de la Alors, caisse jusqu'au mec qui fournit si les on matières met- premières, ouais. j'aimerais bien qu'on y soit. Dans un optique ESG aussi, c'est quand même... Si on met un exemple précis pour bien comprendre ton idée baguette magique, un camembert président passe en caisse d'un Intermarché à Percy dans la Manche. L'usine président, elle sait qu'il y en a un qui a été vendu. Et c'est lui qui fait la somme de tout ce qui est vendu pour... En tout cas, ça va automatiquement mettre à jour des algos et des calculs qui vont te mettre à jour une prévision de vente qui fait que ça peut retravailler ta planification et ton ordonnancement de Donc en production. gros, que le fournisseur ait la vision temps réel des sorties. Ouais, d'accord, mais c'est intéressant parce que ça ouvre plein de perspectives. Hein. Exactement. Jérémy, ta baguette magique. Pour le coup, ça va un peu s'inscrire dans le projet Muliez, mais je dirais que moi j'aimerais pouvoir dépasser les clivages des enseignes traditionnelles et qu'en cross-catégoriel, on puisse avoir pour les marques et du coup pour nos prestataires comme nous, agences, un endroit où j'ai la data de Sephora, la data de Fnac Darty, la Donc data toi, tu veux de une Carrefour. grande banque de données en fait. C'est Tu veux surtout le- toujours dans mon mantra de rationalité, c'est-à-dire qu'une fois que j'arrive à avoir à peu près les différents parcours d'achat multicatégoriels, je puisse d'un point de vue au moins publicitaire ménager la pression publicitaire que je veux adresser puisque je sais à peu près que la famille a acheté un téléviseur il y a 15 jours, ça sert à rien que je le repousse parce qu'a priori, pour en acheter tout de suite. À l'inverse, la Saint-Valentin se profile à l'horizon, oui, je peux lancer des parfums ou des cadeaux beauté, mais en même temps, il y a Halloween, donc ça vaut le coup aussi de positionner des bonbons ou des principes de recettes, à acheter de l'alimentaire dans les magasins GSA. Voilà, c'est plus Donc, dans en cette gros, logique cross-catégorielle au service d'une pression marketing plus mesurée, Mais avec une avérée. espèce de grande data lake où il y a à peu près tout. Avec Et- toutes les règles de sécurité qui vont J'entends, bien, j'entends. évidemment. Mais ça veut dire quand même que les Et seuls qui sont franco-français les pour mieux- combattre les Américains aussi, parce qu'à un moment donné, D'accord. si on a besoin de survivre dans un écosystème qui se mondialise malgré tout,
et où la force des grands Américains, c'est d'être scalable sur le worldwide. Partout. Contrairement à ce qui s'est passé dans les fusions télé qui ne se font pas, ça serait peut-être bien que le côté cocardier. Donc en gros, pour le coup, il n'y a qu'un seul groupe qui a la capacité de faire ça en France, c'est les Mulliers. Mais pour le coup, effectivement, on n'aurait pas cru qu'on commencerait par eux. Ils ont devant eux, mais franchement, ils ont devant eux un champ des possibles immense. Parce que pour le coup, à terme, c'est eux qui auront, s'ils vont jusqu'au bout, la qualification la plus large et la plus fine de la population. Personne ne pourra rivaliser. Sauf s'il y a des mutualisations après. Il y a bien des alliances à l'achat. Il pourrait y avoir des alliances de data. Hein. Des alliances de data, tiens, il faut lancer l'idée. Hein. Voilà. Romain, ta baguette magique? Alors, peut-être plus proche de ce sur quoi je travaille. Si j'avais une baguette magique, je pense que j'aimerais retourner la table de la promo. Parce que la promo, finalement, aujourd'hui, c'est un peu je me rappelle, c'est un stagiaire qui m'a dit ça, c'est la stratégie du tromblon. Tu tires de tous les côtés et on ne sait jamais, avec un peu de bol, tu vas toucher un de tes clients. C'est-à-dire que c'est un peu le téléshopping. Tu communiques massivement, mais tu as un taux de transformation qui est faible dans un prospectus. Mais ça a quand même fait un modèle économique hyper résilient et très rentable. Et ça crée des actifs. Je suis d'accord. Mais je me dis qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne peut pas retourner la table. Parce que, comme tu dis, tu as un business model qui fonctionne et on a trop peur de le débrancher. Mais si tu te dis, avec la promo, je communique massivement et je transforme faiblement, mais le résultat est là, si tu te dis, mais demain, avec le digital, je ne vais pas pouvoir communiquer aussi massivement, il faut que je transforme beaucoup, beaucoup mieux. Alors, ce qui peut nourrir ton rêve, c'est la fin du prospectus. Écoute, par principe, c'est plutôt un élément positif pour nourrir ce rêve-là. Dans la vie, il faut avoir effectivement du talent et de la chance. Et la fin du prospectus peut être une énorme chance. Et aller là-dedans, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu veux améliorer ton taux de transformation, c'est quand tu pousses une offre à ton client, il faut être sûr de ne pas te tromper sur la catégorie que tu lui pousses, la marque que tu lui pousses, le format. Parce que, en fait, dans les tracts, c'est aussi un énorme frein à l'achat. Même si une marque t'intéresse, des fois, on va te stocker pour 6 mois. Donc, si tu es capable d'adapter ce format à ton consommateur, ton taux de transformation sera mathématiquement bien meilleur. Et petite information pour ceux qui ne suivent pas forcément tout ce qu'on peut publier, mais sur le WePub, dans les zones concernées, on est aujourd'hui à moins de 10%, un mois après. Donc ça veut dire en gros que cette fin du prospectus, ce n'est pas un mythe, là, c'est une réalité, puisqu'en gros, quand vous êtes sur 10%, personne ne va continuer à diffuser des tracts. Voilà, donc ça y est, là pour le coup, l'attendu qui était nécessaire pour qu'on puisse éventuellement envisager une nouvelle promo, il est en train de se réaliser, ce qui est quand même pas rien. Ça fait 1 heure qu'on vous embête, tout à fait précisément. Donc, on va vous donner la parole si vous le souhaitez, s'il y a des questions, des remarques, et puis on reprendra le fil de la conversation après. J'imagine qu'on a un autre micro. Ouais, super. Qui veut jouer le rôle d'hôtesse? Nicolas, on vous amène ce qu'il y a de... Voilà. Oui. On n'a pas mieux comme hôtesse, donc on fait avec Nicolas, on va le dire comme... Voilà. Non, alors ça peut être question, remarque, allez-y, vous avez vu, c'est assez détendu, donc on n'est pas obligé de se faire des politesses. Que vous inspire ou qui aurait envie de partager quelque chose, ou une question, ou une conviction, ou au contraire nous rentrer dans le lard, il n'y a pas de problème. Alors je vais vous demander à chaque fois de vous présenter. Oui, parce que comme... Oui, vas-y, tu peux même regarder la caméra si tu te sens une âme de... Voilà. Non, mais attends, elles font pas peur, si? Non, pas du tout. Non. Bonjour, Florence, cofondatrice de Datagram. Moi, j'avais une question par rapport à votre baguette magique sur le rôle des marques dans cet écosystème où justement on voudrait réconcilier les différents canaux de distribution. Quel rôle pourraient jouer les marques? Il y a certaines marques qui seront nécessairement plus faciles parce qu'elles-mêmes sont une concaténation de marques. On ne citera personne, mais voilà. Donc là, je pense que ça pourra nous aider. Et puis, à un moment ou à un autre, il faudra qu'on fasse des tests. Et du coup, peut-être qu'une marque est volontaire, une enseigne qui est volontaire sur un partage plus réduit de données, ça sera peut-être plus facile que de tout de suite embarquer 5 enseignes et un bassin de 20 millions de clients. Parce que déjà, techniquement, on n'y arrivera pas. Donc voilà, donc je pense que les marques, elles ont tout aussi intérêt que nous, distributeurs, à aller sur cette voie-là. C'est marrant parce que tu as répondu, d'ailleurs un mot que je ne connaissais pas, la concaténation, vas-y. Concaténation. C'est la fonction pratique sur Excel. C'est vrai? Ah ouais, voilà, c'est ça le truc. C'est qu'il faudrait que je prenne le leçon numéro 1. Tiens, j'en ai une cet après-midi. Ok, tu vois, je ne sais pas ce que c'est, la concaténation, voilà, je l'admets. Donc en gros, c'est des grosses boîtes.
Oui, j'aurais pensé, parce que le sens n'était pas de retenir un mot, encore que je vais essayer, après la sérendipité, voilà. Non, j'aurais pensé que tu aurais dit, au contraire, des petites marques très affinitaires, avec du genre celui qui fait des croquettes pour chat ou de la lisière pour chat, il est encore plus en appétence pour ces mouvements-là, alors que celui qui fait du camembert, tu vois. Ce qui est compliqué, c'est que nécessairement ce genre de stratégie nécessite une organisation qui est conséquente derrière. Et du coup, les petites marques... Enfin, les faiseurs de pet food... c'est que des gros groupes, voilà. d'accord. Donc c'est déjà une concaténation de marques promesses. Voilà. Mais dans l'alimentaire pur, et respect pour eux, mais toutes les petites marques, c'est beaucoup plus compliqué. Vas-y. Je trouve que dans l'expérience e-commerce, toi, le merchandising du e-commerce, la manière de parler des produits, les boutiques de marque, l'enrichissement de contenu, ce que tu vas apporter comme information qui est digitalisée, que tu ne peux pas apporter en magasin, il y a beaucoup de choses à faire sur lesquelles les catégories n'ont pas forcément tout à être traitées de la même manière, sur lesquelles il y a beaucoup d'informations qui résident aujourd'hui dans les équipes des marques. Donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de partenariat entre les marques et les distributeurs pour faire en sorte que tu aies des univers catégoriels qui soient les plus riches possibles et les plus adaptés possibles à la réalité de la catégorie. Tu n'as pas envie de traiter la beauté comme tu traites le pet food, comme tu traites l'ultra frais sur un site e-commerce, intuitivement, ni ta place de marché. Donc je pense qu'il y a beaucoup de collaborations possibles de ce point de vue-là. Oui, pour ceux qui veulent voir ce qu'il ne faudrait pas faire, parce que j'en reconnais certains qui étaient aux ateliers du Drive la semaine dernière, sur la data, l'info, vous tapez du thé Lipton Yellow sur n'importe quel site Drive, vous avez 250 lignes jusqu'à l'histoire de Sir Thomas Lipton. Je veux dire, tout le monde s'en fout au moment d'acheter. Là, on est dans l'infobésité, pour le coup, typiquement. Donc, il y a un grand chantier sur qu'est-ce que je dois apporter comme contenu enrichi, mais qui crée de la valeur et pas qui crée du rejet. Et là, pour le coup, il y en a beaucoup qui balancent tout ce qu'ils ont, se disant, comme il y a la place, comme le contenu enrichi, c'est quand même avec graduation. Hein. Donc, et là, on en est parfois très loin. Hein. Je rajoute juste un petit truc sur le rôle des marques, c'est que pour moi, le rôle des marques, il est prépondérant, parce qu'effectivement, il y a ces relations potentiellement tripartites entre le retailer, la marque ou l'industriel et le prestataire qui peut les accompagner là-dessus, parce que finalement, le rôle de la connaissance métier, elle est hyper importante, et cette connaissance métier, elle vient aussi des marques, et d'où l'intérêt, et je dirais même... je passe un peu un message là-dessus, mais au-delà du rôle des marques, c'est le rôle des personnes dans les marques. Je pense que Stéphane, qui a beaucoup d'interlocuteurs du côté marque, c'est que le support ou le côté créatif d'une marque peut aussi changer en fonction de la personne qu'on a en face de soi, et que ça fait aussi le lien avec l'organisation sur tous ces métiers du e-commerce, du digital et de la data, d'avoir les bonnes personnes dans les organisations si on veut faire avancer notre business pour la marque et le retailer. Et pour compléter ce que tu dis, je trouve que la data, elle a ce mérite d'être objectif, factuel, assez incontestable, et donc elle crée une plateforme de collaboration entre les marques et les retailers en absence de tout jugement. Tu vois, moi, je vois dans ma boîte, on a une plateforme où on travaille l'assortiment, la promo, le merch, et donc on la met à disposition des distributeurs et des fournisseurs, des industriels. Et sur cette base-là, ils parlent le même langage. Quand l'industriel il se connecte à la plateforme, il sait qu'il utilise les mêmes KPI, les mêmes analyses, les mêmes données que son client distributeur. Déjà, tu éradiques toute une partie du truc qui est la suspicion que le mec qui rentre dans son box de négociation, il a twisté le truc un peu comme il voulait, comme ça l'arrange. Et il faut reconnaître cette valeur à la data d'être objectif, simplement. Autre question, remarque. Alors en plus, on n'est plus sur la première question qui est la plus difficile. Hein. Vous aurez un bon d'achat chez le Keycard de 12 500 €, je crois, c'est ça. Hein. On avait dit. Gratuit, ouais. Yes. Le micro arrive, pareil. Bonjour, donc Stéphanie Laird, je suis mandelaise. Je voulais savoir comment la data pouvait être au service de l'impulsion, puisqu'on sait qu'en fait, un shopper qui est en drive est beaucoup plus contrôlé et donc moins sujet à l'impulsion. Donc, comment elle peut venir au service et quels sont les projets? Bon, ça, comment tu fais, toi, pour que j'achète des biscuits alors que je n'avais pas prévu d'en acheter? Alors, ça, c'est un vrai sujet. Parce que l'impulsion, on a tous vécu, je vais parler pour les plus vieux d'entre nous, sur un site qui n'existe peut-être plus, rue du Commerce, on achetait une imprimante, on avait 4 cartouches, 3 ans de garantie, 3 câbles et la ramette de papier. Ce qui fait que c'était plus de l'impulsion, c'était très oppressant. Donc là-dessus, on ne va pas se le cacher, nous, côté Inter, on a encore beaucoup de choses à faire sur l'achat d'impulsion. Là où la data pourra nous aider, c'est que sous impulsion, on peut tout mettre et ne rien mettre.
Et il ne faut pas que dans le mot impulsion, on mette au même niveau le sac poubelle, la baguette de pain et un paquet de cookies. Du coup, de toute façon, là, ils n'arrivent pas à en faire, donc c'est pas grave. Du coup, c'est moche, ouais, je sais. C'est là où la data doit nous aider à pousser le bon produit, parce que l'impulsion, plus qu'à un autre endroit, l'offre, elle doit être ultra pertinente pour pas que le client le sente envahissant, comme pouvait être la ramette de papier quand on achetait une imprimante. Et là, en tout cas, en toute modestie, nous, on a encore beaucoup de travail à faire. De quoi tu rêves alors tu vends des biscuits, pour faire simple. De quoi tu rêves comme outil pour compenser en drive le fait que l'impulsion est, par principe, beaucoup moins travaillée que dans un rayon? Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils puissent te proposer? Même pas te vendre, te permettre de faire. Justement, par exemple, j'ai une récurrence d'achat, je sais pas... Laisse le micro devant la bouche. Pardon. Ouais. C'est voilà. J'ai une fréquence d'achat de, je ne sais pas, toutes les 3 semaines, j'achète du papier toilette, sauf que là, j'ai oublié parce que... Et donc, tu as un petit bot qui dit « Attention !» Exact, tiens, voilà. Ou alors, je sais que j'aime bien avoir de la promo sur certains produits. Il me dit, tiens, là, en ce moment, il y a de la promo. Donc, en ce moment, Carrefour, ça y est, vient de sortir... ce modèle que je trouve assez pertinent, qui est j'ai sélectionné le produit en standard, tiens, pour info, au cas où ça t'intéresse, donc j'ai toujours le choix, mais le cas échéant, sache que c'est en promo. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui facilitent, parce que c'est exactement ce que tu dis, Stéphane, c'est réellement c'est enlever de la charge mentale. Sachant que la frontière avec le moment où il le vit comme de l'intrusion est par principe assez ténue. Mais, voilà, mais en tous les cas, je trouve que là, c'est une solution qui vient de sortir chez Carrefour et qui est assez intéressante. Alors, pour ceux qui ne voient pas bien ce que c'est, parce que pour le coup, c'est quelque chose qui a été lancé au printemps dernier, c'est ce qui s'appelle les substitutions en fin de parcours. Quand vous avez mis dans votre panier 20 articles, il y en a certains pour lesquels Carrefour va vous dire « Attention, est-ce que tu préférerais pas ça à la place de ça ?» et en vous disant pourquoi. Donc ça a d'abord été fait sur des sujets nutrition, environnementaux, bonne conso, on va dire comme ça. Bon, ça vient d'être fait depuis il y a les 3 semaines, on est dedans, sur les produits alternatifs en promo. C'est le principe des alternatives. Donc avant, c'était les alternatives saines, maintenant, c'est les alternatives promotionnelles. Et attention, parce que là, juste devant nous, ça va être les alternatives économiques. Donc ça veut dire en gros, j'ai acheté des Mikado et Carrefour me dit « Attends, tu es sûr que tu veux vraiment des Mikado ?» Je ne prends pas Mikado évidemment au hasard, puisque Mondelez, et j'ai les mêmes Carrefour qui valent 40% moins cher. Donc là, en fait, on utilise de la data pour modifier le comportement shopper. Alors c'est bigrement intéressant. Quand c'est sur le côté sain, on se dit waouh. Quand c'est sur le côté promo, on peut comprendre. Quand c'est sur le sujet éco, ça commence à piquer possiblement. Ça, c'est quand même assez waouh. J'ai prévu de vous en parler pour finir, mais comme tu en parles maintenant, je le fais dès à présent. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette utilisation de la data pour, en gros, jouer le rôle du prescripteur, de l'influenceur qui fait modifier mon intention d'achat? Si on va jusqu'au bout de la data, déjà d'une part, un système intelligent serait que dans toutes les familles, le client n'est pas appétent à une offre économique. Donc on ne l'expose pas. Exactement. Okay. Et bon, ça, c'est la personnalisation. Voilà, ça, c'est le premier truc. Bien. Et puis, heureusement, le client, il a le choix. Enfin, il y a une mise au panier. S'il n'a pas envie, il passe. Et là où on doit être, nous, malins, c'est d'analyser si le client a agi ou interagi avec cette solution. S'il n'interagit pas, il faut qu'on propose autre chose. Voilà. Donc attention de ne pas trop. Parce que là, on va apprendre du client par son acceptation ou non des alternatives. Et donc, au final, on est en train de le documenter quelque part. Voilà. Mais c'est quand même hyper touchy pour les marques. Je pense que... alors après, dans la relation entre les distributeurs et les marques, ça va être assez touchy. Si à chaque fois on propose une alternative MDD par rapport à un choix de produit MN, bravo, ça va être compliqué. Dans le temps, c'est en route. Là, on n'est pas dans la fiction. Je sais, mais bon, on va voir en tout cas quel impact ça a. Et après, je pense que il faut qu'il y ait une certaine constance, au moins dans la relation qu'un client unique a avec son enseigne sur une expérience e-commerce. Donc, c'est certainement des pistes à investiguer. Et après, il faudra résister à la tentation de faire
Comme ça, des mouvements de braquet tous les 2 mois. Ce coup-ci, c'est la MDD. Après, c'est le premier prix, c'est la promo, c'est le RSE, c'est machin. Puis à la fin, tu ne sais plus où tu habites quand tu vas sur le site de l'enseigne. Sauf que c'est intéressant parce que ça montre que l'enseigne, si elle arrive à connaître le client encore plus finement, ces alternatives auront une valeur perçue par le client. Donc là, on ouvre un énorme chantier de la data. Ouais, c'est la personnalisation après coup. Mais et non pas avant coup via l'interface qui peut rester la même. C'est que l'exécution sera clé. C'est-à-dire que si tu réussis à trouver vraiment ce qui déclenche le comportement d'achat de ton client unique, c'est super et tu vas rester sur cette ligne-là. Si tu fais des trucs un peu de ta vision interne corporate toutes les 2 secondes en fonction de tes contraintes de top line et de profit, ça peut arriver ça. Tout à fait. Ah bon, chez Carrefour? C'est quand même plus l'entreprise qui fait du straight, non? Je dévie un peu de zigzag aussi. Je dévie un peu, mais il y a un truc que le digital et la data nous permettent de faire qui est beaucoup plus facile qu'en magasin, c'est de mesurer efficacement et rapidement. Et typiquement, si on prend cet exemple-là que je découvre, si tu AB test, parce que tu peux venu du coup. Exactement. Qui m'invite, je sais pas. J'ai vu de la lumière, je suis venu. Non, mais avec via l'AB test, tu peux mesurer efficacement et super rapidement ça. Et encore une fois, à la fin, tu vas avoir des conclusions qui ne sont pas, entre guillemets, que tu peux discuter. Bien sûr. Mais ça va être super efficace. Et par rapport à ce que tu pourrais tester en magasin, c'est une énorme différence grâce à la data et le digital. Autre remarque et question sur toujours ce grand sujet de la data. Donc il y a plein de façons de rentrer dedans. Ah mais vas-y. La deuxième est à moitié prix, c'est moins 50 sur la seconde. Ouais, je voulais savoir si le e-commerce était un lab dans le sens aujourd'hui compliqué en fait d'utiliser de la data en magasin de la même façon, c'est-à-dire comment on peut pousser en personnalisé en magasin. Donc est-ce que le e-commerce est une sorte de lab pour pouvoir après le retranscrire en magasin, fin des prospectus, etc. Mais comment ça serait transposable en fait en magasin derrière, la personnalisation? Stéphane, toi tu es quand même le plus aux manettes puisque tu es sur le canal I et tu vois ce que c'est qu'un magasin, rassure-moi. Oui. Ouais. J'en ai fait longtemps quand j'étais plus jeune. Avant le Covid, on était plus facilement un lab parce que en fait, nos enjeux business étaient, on va se le dire, moins forts. On ne va pas remercier le pangolin, mais ça nous a quand même tous projetés dans une autre dimension. Aujourd'hui, oui, on a des valeurs de business à réaliser qui fait qu'on est peut-être moins ouvert au côté lab sur nos sites parce que, oui, on a un historique de chiffres, etc. Maintenant, 1,4 milliard pour Intermarché, pour ceux qui sauraient pas. Maintenant, la chance, c'est qu'en effet, il y a un truc qui s'appelle l'AB test et qui nous permet de faire beaucoup de choses qu'on ne voit pas toujours, parce qu'on le cible, parce qu'on le fait, et ça permet quand même de nous aider à tester. Donc la data ira avec l'AB test. Je rebondis juste sur ces histoires de lab. Je pense à ça, c'est que pour moi, il y a une passerelle de plus en plus nette qui va se faire entre le click and collect et le magasin, qui est l'utilisation de l'application. Parce que le développement des applications CRM dans les enseignes se fait à marche forcée, et l'application, c'est un super endroit pour faire du test and learn et utiliser la data et le digital au profit du magasin et de facto au profit de l'omnicanal demain. Je pense que c'est une super alternative en tout cas. Autre remarque et question sur ce sujet? Non? Romain, un petit mot de conclusion autour d'un sujet. Vous avez dû comprendre que ça m'animait parce que j'ai tenté plusieurs fois d'amener le sujet sur la table. C'est l'acceptation de la data ou comment rendre la data responsable. Parce que si je vous dis, vous êtes tous un numéro et on va tous avoir de vous, personne ne veut de cette vie. Vous voyez bien qu'elle est plutôt quelque chose que l'on rejette que quelque chose que l'on veut. Pour autant, on est tous d'accord pour recevoir des choses qui nous concernent nous et à y voir un intérêt. Et donc, comment on peut rendre la data responsable? Est-ce que c'est déjà un enjeu à tes yeux, la data responsable, et comment on peut la rendre totalement responsable pour être donc sociétalement acceptée et donc pour que le champ des possibles que vous avez contribué à alimenter devienne une réalité? Parce que sinon, ça freinera tout de suite. Je pense que c'est déjà un enjeu et c'est déjà un enjeu pour nous tous. Parce qu'effectivement, ce que tu dis là, c'est que c'est paradoxal. C'est qu'il y a une étude McKinsey qui date de 2021 qui dit que plus de 3/4 des Français, des consommateurs, préfèrent une marque qui va personnaliser leur communication, leur offre. Donc, ça va démarrer, ils préfèrent la personnalisation, super. Par contre, tu préfères que ce soit personnalisé, mais tu ne veux pas voir que c'est personnalisé. Voilà. D'où j'aimais bien le mot de Stéphane tout à l'heure qui disait qu'il faut que ce soit subtil. Ou en tout cas, il faut que ce soit non intrusif.
Donc ils préfèrent la personnalisation, mais il faut que ça soit non intrusif. Et je pense qu'il faut être ultra vigilant là-dessus. Mais après, il ne faut pas opposer la privacy à la personnalisation. Ce serait une erreur de faire ça, je pense. C'est qu'à partir du moment où il y a une acceptation du consommateur, à partir du moment où tu le fais de la bonne manière, c'est-à-dire non intrusive, et à partir du moment où il y a un intérêt légitime pour le retailer, pour l'enseigne, c'est une évidence. Et typiquement, si je prends l'exemple de chez Stéphane, on va utiliser, nous, la donnée Intermarché au profit d'Intermarché pour des consommateurs Intermarché, et uniquement pour des consommateurs Intermarché. Donc on est dans l'intérêt légitime, on va dans le sens du consommateur, mais encore une fois, il faut le faire de manière subtile. Et pour aller plus loin dans cette... parce qu'on n'a pas creusé forcément ce point-là, mais l'utilisation de la donnée, demain, peut nous aider à aller plus loin sur tous les thèmes de la responsabilité. Si je reprends l'exemple de la promo, parce qu'on en a parlé, si demain tu te mets à personnaliser, à digitaliser l'ensemble de tes prospectus, au-delà de l'arrêt du papier, tu peux arrêter les suremballages, les sleeves, tu peux pousser le bon format et éviter le surstockage, tu peux éviter les surcoûts logistiques et d'un point de vue responsabilité, faire économiser tout le carton que les marques et que les retailers baignent sur chaque prospectus. J'ai l'impression que c'est bien. Ça suppose quand même, le monde que tu décris, deux mots qui n'ont pas de traduction au sens opérationnel, c'est la collaboration, dont on ne peut pas dire qu'elle soit quand même très haut sur une échelle qui irait de 0 à 100, et l'autorégulation, puisque ça suppose que vous acceptiez collectivement de ne pas faire le pas de trop. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste, du coup, Stéphane, Jérémy et Jérôme? Quand même un cadre législatif européen qui nous fait quand même réfléchir toutes les minutes. Oui, mais une fois que je t'ai donné mon consentement, tu peux faire beaucoup quand même. Oui, je pense qu'on a encore un peu de pédagogie à faire pour expliquer aux clients qu'est-ce qu'est le consentement et pas simplement une pop-up où il y a 22 croix à mettre. Ça, voilà. Après, honnêtement, mon expérience me dit que le client, quand il a vu son intérêt et qu'il a compris pourquoi on a utilisé sa data, il l'a toujours accepté. Donc aujourd'hui, c'est juste qu'il ne veut pas, en effet, qu'on en fasse tout et n'importe quoi. Dernier mot sur ce sujet, Jérémy. Oui, alors moi, pour le coup, je pense que comme tu l'as soumis, le consentement éclairé d'un individu, dès l'instant où il comprend les bénéfices et qu'on lui explique clairement, il n'y a pas trop de sujets. Je reviens effectivement sur le point, la collab entre les enseignes et les marques pour ne pas aller trop loin, et comme je disais depuis le début, dans la raison des sollicitations marketing et publicitaires que l'on fait, et dans lequel nous, on a notre rôle à jouer aussi en tant qu'agence, c'est là où pour moi, il y a le sujet. Parce que la prise de conscience du conso, elle est là, et encore une fois, quand il y a un bénéfice clair qui est mentionné, on a moins de problèmes. La collaboration cross-enseigne, cross-marque et cross-prestataire, c'est un enjeu. Jérôme ? Je pense que l'autorégulation entre les marques, entre les acteurs, elle ne se fait pas facilement, mais je pense que le régulateur, c'est le client final. In fine, c'est lui qui va décider de ce qu'il accepte et ce qu'il n'accepte pas, et qui va fixer un niveau de pratique qui sera un niveau de pratique acceptable. Enfin, il faut qu'il y ait la compliance avec la loi, mais ça, c'est la base. Mais je pense que c'est le client final qui va, qui va fixer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et j'imagine que ce ne sera pas figé pour la vie, parce que les mentalités évoluent au fur et à mesure des expériences qu'on fait. Donc, la réalité d'aujourd'hui de ce qu'il accepte, j'imagine, sera différente de celle dans 5 ans, dans 7 ans. Il faut simplement continuer à l'écouter, à être près de lui et à voir ce qu'il accepte ou pas. Voilà. La dernière question, qui pique ou qui dérange ou qui interpelle, est-ce qu'on est à la veille d'une forme de yield management des prix dans la grande conso ou pas? Sachant qu'on peut le faire dès aujourd'hui si on le veut. Est-ce qu'on y est? Sachant que le yield management, peut-être que toi et moi, on ne paye pas le même prix, ou que si je viens le dimanche matin chez toi, je ne paye pas le même prix que le samedi. On est à l'avant-veille. D'accord. Donc ça veut dire que malgré tout, vous en rêvez, mais qu'il manque encore quelques pas pour y arriver. Jérémy, même si pour le coup, tu es moins opérationnel. Mais... mais globalement, ça serait formidable, mais effectivement, ça me paraît très compliqué, parce que ça veut dire que mécaniquement, on va faire porter les marges sur certaines personnes, populations et ou marques. Et donc là aussi, c'est la vie, non, ça? J'entends bien, mais d'un point de vue égalitariste, ça peut poser des questions. Et c'est surtout comment on va définir justement quelles règles en fait permettent de faire en sorte que... Quand tu prends l'avion, le mec à côté de toi, il n'a pas payé le même prix que toi déjà. J'entends. Et si c'est toi qui as payé plus cher, c'est toi qui lui paye un bout du repas. Certes, mais encore une ça fois, revient à ça quand même. Hein. Après, la question, c'est quels critères on met vraiment en place. Jérôme?
J'ai pas l'impression qu'on soit près de ça, en tout cas. Alors pas pour les magasins physiques, je pense. Mais pourquoi alors avec les étiquettes, on peut tout à fait le faire sur le temps. C'est-à-dire le dimanche matin, on peut être plus cher que le samedi après-midi. Oui, c'est moins individualisé en tout cas. Oui, mais c'est une forme de yield management par le créneau de course. Écoute, franchement, je te fais un avis de Café du Commerce. Là, j'ai pas la vérité à révéler là-dessus. Mon sentiment, c'est qu'on est plus prêt à l'accepter sur des métiers de capacité, d'utilisation de capacité. Tu as un train, tu vois que le train il a autant de place, c'est fini. Tu as un avion, tu vois qu'il a autant de place, c'est fini. Sur des métiers de flux plutôt que de capacité, comme ce qu'on a dans des rayons que tu peux remplir, je pense qu'on est moins prêt à accepter que sur le même pot de Nutella, on va payer 2 prix différents parce qu'on est tel ou tel jour, alors qu'en réalité, il n'y a pas un moment, le mec qui est venu en premier, c'est la roue du temps, le lundi c'est avant ou après le dimanche, je ne sais pas, moi ça dépend comment on compte. Hein. Et ça peut être considéré comme du dépannage. Ouais, je pense qu'on est moins prêt à ça. Une valeur. Je pense qu'on n'est pas prêt à ça psychologiquement et qu'on serait plus choqué, même si on accepte ça sur les industries de capacité, transport et autres depuis des années. Ben moi je vous dis, mon petit doigt me dit qu'on va bientôt le voir. Au moins sur le yield management sur les jours de la semaine ou l'heure de la journée. Le fameux exemple qui a tous fait rêver sur le totem essence, est-ce qu'il est au même prix que la nuit que le jour? Voilà, on peut le faire très très facilement. Et il y a quand même un groupe. Eux, ils pourraient le faire, sachant qu'ils individualisent déjà leur prix selon les dark stores où ils sont. Voilà. Mais ça, comme un magasin le fait, c'est-à-dire que le Carrefour à Auteuil, il n'a pas le même pricing que le Carrefour à Drancy. En tous les cas, pour une part significative de l'offre. Voilà, il a les mêmes promos, mais ça ne va pas plus loin. Non, moi je pense bien qu'un même magasin, il n'y a pas 36 groupes qui sont des fondus de data et qui sont prêts à toutes les expérimentations sur le prix. Suivez mon regard. Sur ce, mais voilà, il faut encore attendre d'avoir assez d'infos pour le sortir. Merci à tous de votre présence. Il nous reste quelques minutes pour ceux qui veulent prendre notre café. Comme ça, on sera totalement réglo sur votre agenda puisqu'il est 11h moins 5. Merci à tous les 4. Romain, c'est quand même toi le maître des lieux, donc c'est toi qui te dis le dernier mot. Un grand merci. Banzai au café. Hein. Merci. Merci.